plus tu investis tôt, plus tu vas pouvoir rentrer avec des petits tickets. Là, ça touche, si tu veux, à la question de l'accès. Comment un particulier a accès à des opportunités d'investissement en start-up ? Pourquoi elles font des levées de fonds successives ? Tu l'as dit toi-même, une start-up, elle peut avoir éventuellement besoin de 5 millions, mais elle ne va pas chercher 5 millions dès le début, parce qu'ils vont trop se diluer. C'est-à-dire que quand tu crées ta start-up, tu as 100% du capital. Quand tu fais rentrer des investisseurs, tu vas leur donner une partie de ton capital. Et si tu vas chercher au premier jour 5 millions, pour 5 millions, tu leur donnes tout. Donc ça n'a pas d'intérêt. Je regarde quelque chose que moi j'appelle l'unfair advantage. En France, on appellerait ça l'avantage injuste. C'est quel avantage possède cette start-up que les concurrents ne possèdent pas et ne pourront jamais posséder. Effectivement, plus tu vas investir tôt, plus tu vas prendre des risques. La start-up est jeune, mais plus ton potentiel de gain est élevé. Alors tu sais, c'est toujours le lien entre le risque et la rentabilité. En investissement, on retrouve ça partout. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabriel Jarosson, fondateur de Léonis Investissement, où on va évoquer d'une façon générale l'investissement dans les startups, plus précisément peut-être les startups américaines, de voir un petit peu tout le spectre de cet investissement particulier, les avantages, les inconvénients de cet investissement. Salut Gabriel. Salut Ismaël, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Yes, super, on va passer un super moment ensemble. J'ai énormément de questions à te poser. Vraiment très très curieux de ce type d'investissement où j'ai pu personnellement goûter un petit peu sur des boîtes françaises. Mais on va rentrer un petit peu dans le sujet, de voir les avantages multiples de l'investissement dans les startups. Mais juste avant ça, peut-être... est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Tu as 31 ans, si je dis pas de bêtises. Tu habites là sur Paris. Et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir... tu me diras si c'est un fonds d'investissement, mais d'avoir créé Léonis Investissement et d'avoir cet attrait particulier pour l'investissement dans les startups. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là aujourd'hui ? Alors écoute, c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire plutôt courte. Moi je suis ingénieur de formation et dès la fin de mes études, j'ai été entrepreneur. J'étais toujours passionné d'entrepreneuriat et j'ai monté plein de business. J'ai essentiellement échoué pendant les 8 années qui ont suivi. Je montais plein de business et ça a fonctionné jamais. À force de voir plein de business différents et d'échouer, j'ai appris tout ce qui marchait pas. Et j'ai appris ce qu'il fallait pas faire et j'ai fini par comprendre aussi ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'investissement. Je me suis dit, plutôt que de monter un nouveau business tous les 15 jours, puisque faire 50 business en même temps, c'est quand même la recette parfaite pour en réussir aucun, je pourrais investir sur des business dans lesquels je crois, ce qui m'évite de, moi, monter ce business-là. J'ai simplement à investir financièrement et c'est pas moi qui travaille, c'est l'entrepreneur sur qui j'ai investi. Et si ça fonctionne, je serai récompensé aussi en tant qu'investisseur. Donc, avec cette réalisation que j'avais pas besoin d'y passer du temps et avec cette expérience d'avoir monté plein de projets dans différents domaines, j'ai commencé à investir tout seul. Et dès le début, ça s'est très très bien passé pour moi. Les 3 premiers investissements de toute ma vie, j'étais tout jeune, j'avais 23 ans, les 3 premiers investissements, il y en a 2 qui m'ont rapporté de l'argent assez rapidement, en quelques mois, quelques années. Et donc, ça a suscité en fait pas mal d'intérêt autour de moi, des amis, des proches, etc., des connaissances, qui forcément sont venus vers moi en me disant t'as investi et t'as gagné de l'argent plusieurs fois. Comment t'as fait ? Est-ce qu'on pourrait investir avec toi, etc., etc. Moi, en parallèle de ça, j'avais un problème, c'est que j'avais pas assez d'argent pour investir. Je suis pas devenu investisseur après avoir gagné des millions, etc. J'avais très très peu d'argent. Ouais. Et donc, beaucoup de boîtes me disaient, on veut bien que tu investisses, mais le minimum, c'est 50 000 euros, 100 000 euros, que je n'avais pas du tout.
Et donc, c'est à ce moment-là, en 2017, que j'ai fait la connexion dans ma tête. D'un côté, il y a des gens autour de moi, des amis, des proches, etc., qui veulent investir avec moi, profiter de mon expérience, de mon savoir-faire. De l'autre côté, moi, j'ai pas forcément assez d'argent pour investir tout seul. Et donc, je me suis dit, bah, on va se réunir, on va former un groupe, un club, qui aujourd'hui s'appelle donc Léonis Investissement, pour investir tous ensemble. Et donc aujourd'hui, Léonis Investissement, c'est effectivement un club privé au travers duquel on investit tous ensemble et je propose aux membres des investissements dans des startups que je vais moi-même dénicher. Aujourd'hui dans la Silicon Valley, ça a commencé en France, mais aujourd'hui dans la Silicon Valley. Et tout simplement, on se réunit tous ensemble pour investir. L'union fait la force. Et ça nous a permis, on est un peu plus de 400 aujourd'hui au moment où je te parle, et ça nous a permis d'investir depuis 4 ans plus de 13 millions de dollars dans des boîtes américaines. Voilà. Ouais, intéressant. On y reviendra avec grand plaisir. Ouais, donc du coup, ces premiers investissements qui ont fonctionné. Tu parles de 3 investissements là en particulier, dont 2 qui ont été vraiment positifs. Il s'agit de quoi? T'investissais déjà dans des entreprises non cotées en France, aux États-Unis, dans des startups? Donc c'était effectivement des startups et c'était en France. Les États-Unis c'est venu bien après. C'était 3 startups françaises. Alors c'était pas facile puisque voilà j'étais tout jeune, j'avais pas accès à ces startups, j'avais pas beaucoup d'argent donc il fallait accepter de les convaincre d'investir pas beaucoup d'argent. À l'époque il y avait pas encore forcément les plateformes d'investissement en ligne qui rendent tout ça plus accessible aujourd'hui. Il n'y avait pas de club comme Léonis Investissement. Donc moi j'ai commencé avec le club des business angels de mon école. Donc j'ai fait une petite école d'ingénieur et il y avait un club de business angel et c'est comme ça que j'ai fait mon premier investissement. Et donc voilà, effectivement sur les 3 premières, vraiment des startups. Alors déjà dans le digital, françaises, et ben effectivement 2 sur les 3 qui tout de suite. Alors quand je dis tout de suite, c'est peut-être en 2-3 ans, mais ce qui est un temps assez court pour les startups. D'ailleurs, je crois qu'on reviendra sur ce sujet-là. Je fais des sorties positives et je gagne des sous. Donc c'est vrai que ça. Moi j'étais tout content, mais il y a plusieurs personnes qui se sont dit tiens bah c'est marrant, voilà il a gagné des sous sans faire grand chose finalement, ça peut être intéressant. Voilà. Les startups justement, parce que c'est l'investissement dedans, on va certainement tout au long de l'émission employer des termes avec des anglicismes ou un jargon vraiment particulier. Donc je vais essayer de voir pour et moi mieux comprendre et pour celles et ceux qui nous écoutent de bien comprendre. Et c'est vrai que startup, c'est quand même un nom qui revient depuis maintenant quelques années en France de façon assez récurrente. On l'emploie certainement même à tort et à travers. Ça veut dire quoi? On parle de la Startup Nation pour parler de notre cher président. Sur Wikipédia, on parle de jeunes pousses ou d'entreprises en démarrage, une entreprise innovante nouvellement créée qui recherche d'importants fonds d'investissement à très fort potentiel pour la croissance, etc. Et dans un but de spéculation financière sur la valeur future. C'est quoi une start-up, Gabriel? Ouais, alors c'est une très très bonne question. C'est marrant, je savais pas. Sur Wikipédia, tu viens de le lire, il y a écrit spéculation financière, c'est ça? Voilà, exactement. Avec un fort potentiel éventuel de croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur future. Ouais. C'est incroyable, je savais pas, c'est dingue. Alors, tu as raison de me poser cette question parce que c'est vrai qu'on emploie ce terme à tort et à travers. Et quelle est la définition? Moi, je vais pas te répondre, j'ai pas de définition vraiment unique. C'est vraiment effectivement un terme qu'on emploie à tort et à travers et qui veut tout et rien dire. Tout à l'heure, tu me disais, mais finalement, c'était avant qu'on commence, tu me disais, bah, quelle est la différence entre une start-up et une petite entreprise non cotée? C'est là, en fait, que va se jouer effectivement la différence. Une start-up, c'est effectivement donc une jeune entreprise, petite et jeune, qui vient de se créer. Alors, vient de se créer, ça peut être il y a 2-3 ans ou il y a 2-3 jours. Et ce qui est important, alors la définition Wikipédia le reprend un petit peu, ce qui est important pour moi, c'est l'innovation. C'est-à-dire, si tu ouvres une boulangerie, c'est pas vraiment une start-up, enfin c'est pas du tout une start-up parce que c'est une boulangerie comme on en a toujours fait. Donc il faut que tu dises, bah moi je vais essayer de faire les choses différemment. Et c'est effectivement la volonté pour moi d'aller chercher la croissance, voire l'hyper-croissance. C'est-à-dire que c'est une boîte qui dit, pareil, si tu ouvres une boulangerie, a priori, tu dis pas, je veux vendre 5 millions de baguettes par jour. Tu dis, je vais vendre mes baguettes dans mon quartier comme une boulangerie. Une start-up, elle a plutôt vocation à dire, moi, je suis une petite entreprise aujourd'hui, mais je veux aller grossir. Je veux faire de la croissance, je veux aller capturer des marchés, etc. Et comment je vais aller capturer des marchés? Avec effectivement de l'innovation et effectivement en général avec alors de l'investissement. Alors moi personnellement, j'aime pas vraiment le terme spéculation. T'as vu, ça m'a un peu surpris. Ouais, tout à fait.
la spéculation, pour moi, c'est vraiment l'appât du gain financier qui n'apporte rien. C'est, tu sais, plutôt le trader qui est sur son ordinateur et qui va spéculer justement et essayer de gagner de l'argent. Est-ce qu'il a vraiment, ce trader derrière son ordi, créé de la valeur? C'est un vrai débat. Pour moi, les startups, c'est pas du tout ça. Pour moi, les startups, c'est de l'innovation, mais ça crée de l'emploi. Ça crée des produits qui sont meilleurs pour les particuliers. Hein. Je pense que tu as déjà pris Uber sur ton téléphone. Bah, c'est une expérience meilleure que d'appeler au téléphone pour réserver un taxi, machin et tout. T'appuies, c'est géolocalisé, il arrive, c'est plus simple. Voilà. Ou tu vois, toi et moi, on est en train d'enregistrer sur un logiciel en ligne, c'est une startup. Et ben, si on avait fait ça il y a 10 ans, il aurait fallu qu'on ait un magnétophone. Bon, bref, c'est des outils plus pratiques, c'est de l'innovation, donc ça apporte de la valeur. Donc, pour moi, le terme spéculer n'a pas forcément sa place ici, mais voilà, le reste de la définition Wikipédia était pas mal. Une jeune entreprise qui veut innover et faire de la croissance. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être sur la partie spéculation, ils entendent par là, par rapport au financement, où on y reviendra sur les différentes façons de financer, mais où les investisseurs vont y mettre des billes, soit pour aider justement parce qu'ils croient en l'entreprise, aux valeurs qu'elle dégage, etc., certainement, en l'équipe, mais pour aider à la croissance et derrière avoir un retour sur investissement avec un gain. Et je te précise, bien sûr, hein, quand on investit dans une startup, on le fait pour gagner de l'argent, c'est évident. Simplement, voilà, le mot spéculer, je trouve qu'en français, il fait un peu grincer des dents. C'est juste ça, voilà. Ouais, tout à fait, je partage. C'est une connotation un petit peu négative où, comme tu l'as décrit tout à l'heure aussi bien, il y a un peu un attrait à la simple spéculation, peut-être au jeu, au pari, au hasard, ou alors à l'image dans les crypto-monnaies, de mettre un billet sur le Dogecoin qui est vide de sens, qui n'a rien, dans le seul but d'avoir de l'argent, et c'est vide de sens. Et oui, oui, il y a toute cette connotation un peu négative. Exactement. Les startups en France, pour avoir déjà imagé, euh, on va parler, bon, à l'époque, c'est né certainement les startups aux États-Unis, donc dans la Silicon Valley. On aura l'occasion d'y revenir par rapport à justement ton parcours. La Silicon Valley, je viens de l'apprendre tout à l'heure, ça veut dire la vallée du silicium. Et le silicium, donc c'était un des matériaux qui était utilisé pour réaliser notamment les puces électroniques. Les microprocesseurs, oui, bien sûr. Exactement. Donc on a ce lien avec le numérique, le digital, utiliser tous ces outils innovants pour venir disrupter en quelque sorte différents marchés. On pense, moi ça m'évoque tout de suite par exemple Google, Facebook, Yahoo, peut-être tu parlais à juste titre de Uber, peut-être Blablacar, etc. Plein de sociétés comme ça. Là, on est vraiment dans l'univers des startups. Ah bah complètement, complètement. Donc effectivement, la Silicon Valley, ça tient son nom des époques, tu vois, des premiers ordinateurs, Apple, IBM, Microsoft. Et effectivement, depuis, le silicium n'a presque plus sa place, le nom est resté. Mais effectivement, toutes les boîtes que tu as citées, enfin, alors non, pas toutes les boîtes que tu as citées, puisque Blablacar, par exemple, c'est français. Ça vient pas de la Silicon Valley. Ça s'inspire, évidemment. Par contre, on est dans effectivement les startups, l'innovation. Les startups très connues de la Silicon Valley, tu en as cité beaucoup, les plus connus, Google, Facebook. Il y a aussi Uber que j'ai cité. Il y a Airbnb. Voilà, tout ça, c'est des boîtes. Ce qui est la différence fondamentale avec Blablacar, c'est que ce sont des boîtes quasiment mondiales. Alors, je dis quasiment parce que Facebook n'est pas en Chine, Airbnb, eux, ils sont absolument mondiaux, mais Uber, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, en fait, ils sont en Europe et aux États-Unis, mais ils sont pas trop en Asie, bon, etc. Mais voilà, c'est des boîtes mondiales pour la plupart. C'est des boîtes qui ont connu l'hypercroissance. Et alors, il y a des boîtes françaises mondiales, mais dans la technologie, il y en a quand même beaucoup moins. Ça commence à être très très compliqué. Donc, la plupart des boîtes de technologie mondiale, plus elles sont mondialisées, plus elles ont un nombre de clients important, plus elles valent cher, hein, c'est normal. Eh bien, la plupart sont effectivement aux États-Unis. C'est pour cette raison, d'ailleurs, hein, évidemment, que moi je suis parti investir là-bas. J'ai commencé par investir en France, et puis un jour, je me suis dit quelles sont les meilleures boîtes possibles au monde. Celles qui vont être le plus grosses et avoir le plus de valeur. Et ma réponse, c'était la Silicon Valley. C'est pour ça que j'y ai été. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que je pense que ça se traduit aussi sur les marchés boursiers, où on voit par exemple un indice comme le CAC 40 qui performe toujours historiquement, depuis ces dernières années, ces dernières décennies, toujours moins que les indices américains et notamment, je veux pas te dire de bêtises, mais après c'est un petit peu mélangé, mais peut-être le S&P 500 où il y a les plus grosses boîtes tech
avec également Le Nasdaq. le Nasdaq. Merci, je cherchais. C'est surtout le Nasdaq plutôt où il y a les boîtes tech Exactement. d'ailleurs, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que même le S&P 500 performe mieux que le CAC 40. Mais en fait, dans le S&P 500, il y a le Nasdaq. Donc voilà, on croit que c'est deux choses différentes. Le Nasdaq, c'est les boîtes technologiques, mais elles sont pour une bonne partie dans le S&P 500. Et donc le S&P 500 performe mieux que la bourse, que les bourses européennes. Et le Nasdaq, ces 20 dernières années, a performé encore mieux que le S&P 500 et encore mieux que tout le reste. Donc c'est vrai, effectivement, hein, l'innovation, très clairement. Alors attention, hein, moi voilà, je suis très très fan des États-Unis, j'investis là-bas. On me reproche souvent, enfin on pourrait me reprocher, et j'entends souvent ah bah oui mais c'est dommage, t'es français, est-ce que t'es anti-français, etc. Je suis pas du tout anti-français, je suis très très fier d'être français, c'est un super beau pays, et je précise aussi que je trouve que l'écosystème start-up, l'écosystème technologique en France va plutôt bien, il va plutôt dans la bonne direction. Il se passe des choses, ça se développe. Là, on vient, la France vient d'être encore le pays le plus attractif en Europe pour les investisseurs étrangers pour la deuxième année consécutive, etc. Donc, il se passe des choses. Mais maintenant, moi, je suis ingénieur de formation, donc je regarde les choses en face. Je suis réaliste, je regarde les choses les yeux dans les yeux. Et il est indéniable qu'effectivement, c'est quand même meilleur aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on est nul en France, mais on est moins bon, tout simplement, que les Américains. Et donc, effectivement, c'est là-bas que ça se passe, et c'est là-bas que j'ai choisi d'aller. Ouais. Alors, je dis là-bas, enfin, j'habite en France, hein, évidemment, mais c'est là-bas que j'ai choisi d'aller pour le business. Voilà. Comme tu dis, à faire 100 000 choses, on peut pas forcément cartonner de partout. Et ouais, voilà, tu as fait un choix d'être focus sur ce marché américain. Est-ce qu'il y a des grandes différences justement entre une personne qui voudrait investir sur des startups françaises et américaines en termes de réglementation, en termes de fiscalité, en termes d'accès, en termes de tout ça? Est-ce qu'il y a des grosses différences notables? Alors oui, il y a plusieurs différences. La première, c'est peut-être la plus importante. Tu disais en termes d'accès. Bah, en fait, en termes d'accès, c'est la plus importante. En tant que Français, il y a aucun accès pour des startups américaines, à part au travers de mon club Léonis Investissement. Donc, et c'est compréhensible. Hein, c'est pas facile depuis la France d'aller trouver des startups. En plus, si tu veux, la Silicon Valley, San Francisco, il y a énormément, mais vraiment énormément d'investisseurs américains qui sont là pour investir. Donc, c'est pas facile, nous, en tant que Français, de se faire une place. Donc, effectivement, voilà, j'ai cette chance par ailleurs d'être le seul à faire ça. Donc, voilà, ça me met dans une très très bonne position. J'ai pas de concurrent, mais en termes d'accès, voilà, il y a pas d'accès. Bon, ça, c'est une première chose. C'est pour ça que j'ai voulu le créer. D'ailleurs, moi, je veux démocratiser, si tu veux, cet accès et le rendre accessible. Ensuite, alors oui, ça change deux, trois petites choses en termes de fiscalité, puisqu'en fait, en France, il existe deux avantages fiscaux qui sont compatibles avec les startups. Ouais, le PEA, PME, certainement, que tu vas évoquer, qu'on n'a pas accès là-bas. Exactement. Voilà, premièrement, le PEA PME, et le PEA tout court, qui est valable pour des investissements en Europe. Donc, ça marche si vous investissez à l'étranger, je sais pas quoi, en Allemagne, en Suède et tout, plus en Angleterre. Mais les États-Unis, ça fonctionne pas. Et le deuxième avantage, c'est ce qui s'appelle l'IRPME. C'est un dispositif qui va permettre de venir diminuer son impôt sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu que beaucoup de gens payent, hein, bien sûr. Et ben, on va pouvoir le diminuer d'un quart du montant qu'on a investi dans une startup. Donc, si vous investissez 10 000 euros dans une startup, eh ben, vous avez 2 500 euros de réduction sur votre impôt sur le revenu. Et ça, de la même façon, c'est uniquement valable pour l'Europe. Et dès que vous allez investir aux États-Unis, vous perdez cet avantage. Alors, je précise qu'en France, ils sont non cumulables. Il faut choisir soit le PEA, soit l'IRPME. Mais aux États-Unis, on n'a rien du tout. Voilà, donc petite différence fiscale. Après, on est imposé pareil. On est imposé en France uniquement à la flat tax, c'est-à-dire l'impôt sur la plus-value, c'est-à-dire 30% sur les plus-values. Ça, c'est la même chose. Mais voilà, l'accès est différent et la fiscalité est un petit peu différente. Ok, d'accord, ouais. Du coup, ouais, pour résumer, il y a pas ces avantages fiscaux du PEA, PME. Juste en 2 secondes, le PEA, PME ou le PEA, ça permet d'investir et tant que l'investissement est à l'intérieur de cette enveloppe, il n'y a aucune fiscalité lors des mouvements de titre, s'il y a une vente, une cession, etc., et que l'argent reste à l'intérieur de l'enveloppe, il n'y a pas de fiscalité. La fiscalité est à la sortie et diminuée en fonction des années de détention. Exactement. C'est important de le rappeler. Les startups, du coup, c'est Google, c'est Facebook, etc. Bon, maintenant, c'est plus des startups à l'heure d'aujourd'hui, mais ces nouvelles boîtes qui se créent tous les jours, elles ont besoin, comme on le disait tout à l'heure, suite à cette définition, en tout cas Wikipédia, mais comme tu l'as décrit également, elles ont besoin de financement forcément. Donc, start-up, elles sont à la création, elles ont un projet, une vision, il y a une équipe qui est en place et ils ont besoin de fonds.
moi, j'ai listé plusieurs façons de financer. Tu vas pouvoir les compléter et puis également peut-être les différencier. J'y vois forcément les fonds propres des investisseurs. En fonction, une startup aura besoin, je dis une bêtise, de 100 millions à la création peut-être, ou 100 millions, c'est beaucoup, mais ouais, pourquoi pas. c'est peut-être beaucoup, allez, disons 5 millions. 5 millions, les fondateurs vont peut-être mettre 500 000 euros, peut-être avoir un petit financement bancaire également. Et après, on va faire appel soit du capital risque, à des business angels, du venture capital. Déjà, tous ces termes sont un petit peu peut-être similaires, peuvent être confondus. On fait de plus en plus appel, tu l'évoquais tout à l'heure, avec des plateformes ou alors ton groupe, ton fonds d'investissement, à ce qu'on appelle du crowd equity peut-être, donc de se rassembler à plusieurs pour pouvoir investir à plusieurs et pour pouvoir atteindre justement ces tickets minimums qui sont exigés. Il y a également pour le côté français, peut-être la BPI qui met en place des fonds d'investissement, Tout à fait. des fonds communs de placement d'innovation peut-être, etc. etc. Quels sont les différents moyens comme ça de financer les startups? Où c'est qu'elles vont chercher l'argent? Pourquoi? Et dans quelle proportion, grosso modo? Bon, déjà, il y a pas de réponse unique, hein. Il y a des startups énormes qui lèvent jamais de fonds, qui sont totalement autofinancées. Ça existe, voilà. Donc, il y a pas de réponse unique. Il y a quand même effectivement des choses classiques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, les startups, elles vont lever des fonds plusieurs fois. Pourquoi elles font des levées de fonds successives, plusieurs? Parce que, tu l'as dit toi-même, une startup, elle peut avoir éventuellement besoin de 5 millions, mais elle va pas chercher 5 millions dès le début. Parce que sinon, ils vont trop se diluer. C'est-à-dire, quand tu crées ta startup, tu as 100% du capital. Quand tu fais rentrer des investisseurs, tu vas leur donner une partie de ton capital. Et si tu vas chercher au premier jour 5 millions, pour 5 millions, tu leur donnes tout. Parce que ta boîte, elle vaut même pas 5 millions. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en fait, c'est par étapes. Ils vont d'abord aller chercher 100 000 euros. Et puis, avec 100 000 euros, ils construisent leur prototype, leur machin. Une fois qu'ils ont un prototype, ils vont aller rechercher 500 000 pour lancer, faire de la com, etc. Parce qu'ils peuvent prétendre valoir un peu plus cher. Et puis, quand ils auront lancé, qu'ils auront eu leur premier client, etc., ils vont aller rechercher 1 million d'euros, mais sur une valorisation plus élevée parce qu'ils auront déjà des clients, etc., etc. Donc, ça se fait par tranche. Après, les choses les plus courantes, c'est donc effectivement au départ, soit l'argent des fondateurs, soit ce qu'on appelle les friends and family, la famille et les amis. La love money, ouais. Proches, voilà exactement ce qu'on appelle la love money. Dans un premier temps. Ensuite, effectivement, on va plutôt aller voir les business angels dans un deuxième temps. Donc, les business angels, ce qu'on appelle un business angel, c'est en général des individus particuliers, soit qui sont des anciens entrepreneurs, soit des gens qui ont des bons jobs, des bons salaires, en tout cas qui ont de l'argent, qui décident de soutenir les startups. Alors, il y a beaucoup de retraités qui font ça pour s'occuper un petit peu, et puis il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur boîte et qui veulent un peu comment dire, remettre une pièce dans la machine, qui veulent encourager l'écosystème, etc. etc. Mais ça peut être plein de particuliers différents. Eux, ils sont plutôt au début aussi, parce qu'ils ont aussi moins de moyens, hein. Ils vont pas aligner 2 millions d'euros, ils vont peut-être aligner entre 10 et 50 000, et puis en prenant plusieurs, on peut atteindre par exemple 500 000 euros, j'en sais rien, je dis au hasard. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a épuisé tout ça et qu'on est un peu plus gros, là, effectivement, on va aller voir des fonds d'investissement. Donc, fonds d'investissement, ça peut être effectivement un venture capital ou un private equity. Ça veut dire la même chose, c'est différents stades. Le venture capital, en général, va être plus tôt, le private equity va être plus tard. Mais ça veut dire un petit peu la même chose. C'est des fonds d'investissement qui vont investir dans des jeunes startups, plus ou moins jeunes, en espérant qu'elles se développent. D'accord. En France, quand on a tout ça, en plus, en parallèle, on peut aller voir la BPI. En général, la BPI, elle dit moi, je vous donne pas de l'argent comme ça en claquant des doigts. Je vous donne de l'argent en plus si vous avez réussi à convaincre des investisseurs. Et c'est, je crois, quasiment 1 pour 1. Enfin, c'est un peu moins, mais grosso modo, la BPI dit si vous arrivez à convaincre les investisseurs de donner 500 000 euros, moi, je vous donne 500 000 euros de plus. Voilà. Ça, c'est de l'argent public. Ok, mais il faut montrer patte blanche en avance, ouais. Voilà, il faut montrer patte blanche et avoir convaincu. Dernier point que tu as mentionné, c'est les banques, le prêt bancaire, par exemple. Au niveau startup, ça existe quasiment pas. Puisque tu le sais, hein, le métier d'un banquier, c'est de ne pas prendre de risques. Et donc, c'est trop risqué pour une banque, une startup. Donc, une entreprise plus développée, plus stable, etc., une PME, etc., bien sûr, les banques sont des interlocuteurs très importants de ces entreprises-là, mais une jeune startup qui se crée, c'est quasiment jamais. D'ailleurs, en général, on dit aux entrepreneurs de même pas perdre de temps, de pas aller les voir, parce qu'a priori, ça n'existe pas. Voilà.
Ouais, ok. Ou alors peut-être des banques d'affaires qui ont des poches d'allocation pour faire des fonds d'investissement, qui ont développé des branches en interne, mais c'est plus, on va dire un fonds Voilà, un fonds qui appartient à une ouais, banque, qui ouais. appartient à une banque plutôt dans ce sens-là, ouais. Voilà. Ouais. Donc tu parlais justement ouais de ces différentes phases. C'est ce qu'on va appeler communément la série A, série B, série C, etc. Tout à fait, ouais. Donc c'est dans l'ordre, hein. En général, on commence par ce qui s'appelle en anglais le seed, en français l'amorçage, qui est avant la série A, hein. C'est vraiment le. Alors, ça peut être soit d'abord la love money, puis le seed, l'amorçage, puis voilà, ou soit l'amorçage, c'est la love money. Bon, tout existe encore une fois. Mhm. Et puis effectivement, ensuite, on fait une première grosse levée de fonds. En général, c'est la levée de fonds avec un fonds institutionnel qu'on va appeler la série A, c'est la première. Et puis ensuite, B, C, D, E, F, G, ça peut aller jusqu'à très très loin. Ça dépend, pareil, il y a des boîtes qui font une, deux levées, ça s'arrête à B, C, D. Il y a des boîtes qui en font beaucoup plus. Là, j'ai vu récemment une levée, une série I. J'avais jamais vu ça de ma vie, mais ça existe. Voilà, tout est possible. Du coup, on rentre dans le vif du sujet, mais pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui souhaiteraient investir, on se situe où là? Donc, on a bien compris, on n'est pas dans le site, sauf si on crée vraiment quelque chose. Mais pour quelqu'un qui voudrait investir, l'idée c'est d'arriver peut-être au plus tôt, mais c'est peut-être le plus risqué, la série A, où d'une part ça demande des fonds, peut-être un ticket d'entrée peut-être inférieur, et en même temps un potentiel de retour sur investissement le plus grand. Par contre, on a le plus de risques. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question, mais voilà, là, on est effectivement vraiment dans le vif du sujet. Effectivement, plus tu vas investir tôt, plus tu vas prendre des risques. La startup est jeune, mais plus ton potentiel de gain est élevé. Alors, tu sais, hein, c'est toujours le lien entre le risque et la rentabilité, hein, en investissement. On retrouve ça partout. Effectivement, plus tu investis tôt, plus tu vas pouvoir rentrer avec des petits tickets. Là, ça touche, si tu veux, à la question de l'accès. Comment un particulier a accès à des opportunités d'investissement en startup? La réponse, c'est que c'est pas évident. Alors, encore une fois, aujourd'hui, il y a les plateformes, par exemple. Hein, donc, sur des plateformes, là, voilà, vous vous connectez, boum, vous avez accès. Mais sinon, en dehors des plateformes, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont accès via leur réseau, via leurs connaissances. Mais sinon, un particulier, comment il fait? C'est effectivement pas évident du tout. Et effectivement, ensuite, combien il va être capable d'investir, c'est pas évident non plus. Même en imaginant que vous ayez accès par votre réseau à des startups en direct, etc., qui sont nulle part ailleurs, c'est super. Mais il est très possible que le ticket d'entrée minimum, ce soit 50 000, 100 000 euros. Déjà, faut les avoir. Et même si vous les avez, vous allez peut-être vouloir ne pas faire un seul investissement. Vous allez pouvoir en faire 3, 4, 5, 10 pour diversifier. Et donc, si c'est 10 investissements à 100 000, ça fait 1 million d'euros. Là, on commence à être, ça fait encore moins de monde, évidemment, qui les a à dispo. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il existe des solutions comme les sites, comme les clubs, comme Léonis, etc. Voilà. Maintenant, un particulier, de toute façon, ne peut pas vraisemblablement trop espérer investir au-delà de la série B. Déjà, investir dans une série B, c'est pas facile. En général, c'est soit du seed, soit de la série A. Pourquoi? Parce que là, on est sur des montants plus petits, hein. Un seed, ça va être, disons, entre 200 000 euros de levée de fonds. Donc la startup va rechercher entre 200 000 euros et peut-être 1 million d'euros. Et une série A, elle va peut-être rechercher entre 2 et 10, on va dire, hein, pour prendre des fourchettes larges. Tu vois, mais même entre 2 et 10 millions d'euros, si on arrive avec notre investissement de 10 000 euros, même de 100 000, tu vois, 100 000 sur 10 millions, ça fait quand même très 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 petit. Et c'est pour ça que la startup veut pas prendre trop petit, c'est que si elle va lever 10 millions et qu'elle autorise tout le monde à 100 000, elle va se retrouver avec 292 personnes associées. C'est ingérable. Dès qu'il faut faire un papier, un truc, c'est l'enfer. Donc on peut les comprendre. Donc voilà, c'est surtout du seed et de la série A pour des particuliers. Après, si vous êtes un particulier un peu plus fortuné, vous avez accès à des gros fonds d'investissement chez qui vous allez mettre peut-être que 100 000 euros, mais qui lui va réunir et va aller faire de la série B, de la série C. Mais en série B, c'est des investissements déjà de 20 millions, 30 millions, 50 millions. Donc on est sur des trucs évidemment beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs. Ouais, bien sûr. Donc, investir dans Google à l'époque en série A pour un particulier, c'est quasiment impossible, quoi. Oui et non. Si tu veux, par exemple, il existe des mecs qui ont investi en série A dans Revolut. Ouais. Tu vois, et donc la boîte valait, je crois, je sais plus, 50 millions. Aujourd'hui, elle vaut plus de, je sais pas, 10 milliards. Donc c'est 200 fois plus. Ouais. Donc c'est pas mal. Si tu avais mis 1000 euros, aujourd'hui tu as 200 000 euros. Tu vois. Et pourquoi? Parce que Revolut était sur une plateforme, un site internet anglais d'investissement. Alors, on en parle, je le dis quand même.
la plupart, c'est très très rare des startups qui ont explosé et qui sont passées par des plateformes. Malheureusement, souvent sur les plateformes, tu as effectivement un peu le fond du panier. C'est très triste à dire, mais la raison est simple, c'est que les meilleures startups, elles savent que c'est des bonnes startups et elles vont préférer aller lever de l'argent auprès d'investisseurs connus, tu vois, j'en sais rien, Sequoia, Andreessen Horowitz, etc., qui sont des Ouais, bien gros sûr. noms de la place, Mhm. plutôt que d'aller Mhm. sur une plateforme. Les plateformes ont un peu mauvaise réputation, à tort, je trouve. Moi, je trouve que les plateformes, c'est un outil formidable. Mais parce que, alors pour plusieurs raisons aussi, mais parce que tu vas un peu dévoiler ce que tu fais en ligne, donc tes concurrents peuvent aller voir. T'es pas sûr du montant que tu vas lever, etc., etc. Mais tu vois, Revolut l'a fait, et donc un particulier aurait pu investir dans Revolut. Mais sinon, effectivement, investir dans la série A de Google, c'était quasiment fermé. Et c'est aussi ce que je fais moi. C'est aussi mon truc de dire, bah, moi, je donne accès à des levées de fonds dans la Silicon Valley, dans des startups géniales, auxquelles personne n'a accès, puisqu'elles vont jamais sur les plateformes, ces boîtes-là. Et c'est ça qui nous permet d'y investir. Et moi, le premier, moi je suis le fondateur de Léonis Investissement, j'ai aussi créé ce produit pour moi, pour pouvoir moi aussi aller investir dans ces boîtes-là auxquelles sinon j'aurais pas accès, tu vois. Voilà. En termes de plateforme, là, je pense naturellement par exemple, Lita, Anaxago, WeSeed, SoWeFoon, Eldorado, par exemple. Et il y en a quelques-unes maintenant, ça se démocratise. Et personnellement, pour avoir discuté directement avec l'une d'entre elles, je citerai pas, ils étaient vraiment très 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 transparents sur leurs chiffres. Alors autant sur la partie, on va dire, crowdfunding, immobilier, etc., c'était assez positif, mais par contre sur les startups, ils étaient en fait à l'équilibre par rapport à l'ensemble des produits qu'ils avaient fait, sur l'ensemble des exits dans lesquels ils étaient à l'équilibre. Donc grosso modo, tu avais peut-être une startup où tu faisais un x4 pour 4 autres boîtes où tu perdais ton argent, quoi. Donc si tu avais investi sur l'ensemble des boîtes, bah, tu te retrouvais juste à l'équilibre. Et c'est eux qui me le disaient concrètement en termes de retour sur investissement, etc. Donc oui, je partage ton avis. En termes de performance, bon voilà, après après c'est la partie peut-être de chance, etc. Mais parce qu'ils ont quand même eux aussi tout un bagage d'analystes, etc., qui vont faire une due diligence, qui vont regarder, qui vont proposer des projets dans lesquels ils croient également. Mais oui, ça reste quand même, en tout cas par chez eux, un investissement très très risqué. Ouais. Bah, ce qui est terrible, si tu veux, c'est que même si tu regardes en France, maintenant on a la chance d'avoir le Next 40, on a 16 ou 17 licornes, et tu regardes, et ça va augmenter, hein, on en aura 20, 30, peut-être 50 licornes, mais tu regardes combien sont passés par les plateformes. Et la réponse, c'est aucune. Enfin, en tout cas, dans celle d'aujourd'hui, que ce soit le Next 40 ou là, aucune. Et c'est super dommage. En fait, les plateformes, et c'est pas de la faute des plateformes, hein, je veux pas du tout dire attention, les plateformes sont nulles, c'est pas de leur faute à eux. Les plateformes n'arrivent pas à attirer les meilleurs projets. Et encore une fois, je trouve ça hyper dommage parce que pour les boîtes, il y a aussi un avantage. Alors l'inconvénient, c'est que donc tu vas dévoiler en ligne tes chiffres, machin, mais il y a aussi des avantages, c'est que tu vas faire participer ta communauté, tu vois. C'est ce que voulait faire Revolut, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, les plateformes, c'est malheureux. Alors, ça m'a permis de créer, moi à la base j'étais sur les plateformes, mais si j'avais eu tout ce que je voulais sur les plateformes, j'aurais peut-être pas créé Léonis Investissement. Donc ça m'a permis de créer ça, mais c'est comme ça. Alors les plateformes, c'est partout pareil, même aux États-Unis. Voilà, les meilleures boîtes, ils vont pas sur les plateformes. Ça viendra peut-être. Alors peut-être que les plateformes sont trop jeunes et que c'est une question que le temps que les mentalités changent. J'espère. Quels sont, ouais, en effet, quels sont les avantages de ce type d'investissement? Alors, donc là, on parle vraiment d'engagement, de risque, de plusieurs séries, donc ça se fait dans le temps sur des entreprises qui sont vraiment à leur début. Donc il y a tout à construire. Quels sont les avantages de ce type d'investissement, par exemple, comparé à, je sais pas moi, investir en bourse sur Google aujourd'hui, qui est déjà bien établi, ou Amazon, etc., etc. Ça va être quoi l'avantage de ce type d'investissement? Il y a aussi plein d'inconvénients, hein, on va en parler, mais on va commencer par les avantages. L'avantage principal, c'est le gain potentiel. Le gain potentiel, il est absolument énorme. Encore plus, je pense, c'est mon avis personnel, dans la Silicon Valley, mais même en France, on peut avoir un gain absolument gigantesque, faramineux. Je m'explique, je donne des exemples chiffrés. Quand on investit dans une boîte jeune en France, en seed, donc à la première levée de fonds, en général, elle a une valeur, cette boîte, une valorisation, disons, qui va être comprise entre 1 et 5 millions d'euros. Disons 2 millions pour simplifier. Et puis, on peut avoir une boîte qui devient une licorne, hein, voilà, on a 16 ou 17 licornes en France, qui vaut 1 milliard. Donc, si on est passé de 2 millions à 1 milliard,
et ben on a multiplié sa mise initiale par 500. Donc c'est tout à l'heure, tu vois, je donnais un autre exemple, mais je dis, mais si tu as mis 1000 euros, bah tu as 500 000 euros, un demi-million d'euros. Donc ça, il n'y a aucun autre investissement qui te permet de faire ça. Tu peux investir sur Google autant que tu veux, mais Google vaut aujourd'hui 1000 milliards. Tu multiplieras pas ton investissement par 500. C'est impossible, même en 20 ans, ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal, énorme, et c'est ça qui, bien sûr, c'est ça qui attire les gens. Alors, d'autres avantages un peu plus à ma sauce, ça c'est vraiment l'avantage principal. D'autres avantages un peu plus à ma sauce, mais qui pour moi valent le coup d'être précisé, d'être dit. Déjà, tu vas voir un peu de l'intérieur comment ça se passe. Tu vas, tu vois, découvrir comment ils font, connaître, comprendre des innovations que seulement cette boîte-là a, etc., etc., et vivre une aventure humaine, voir comment ça se passe de l'intérieur. C'est un autre avantage. Et quelque chose qui est pour beaucoup un inconvénient, et qui pour moi est un avantage, c'est que quand tu investis dans les startups, ton argent est bloqué. Donc tu peux pas retirer ton argent quand tu le veux. Alors là, tout le monde, voilà, tu te dis sûrement, bah non, mais ça c'est un avantage, c'est clairement un inconvénient, c'est chiant, mon argent il est bloqué. Bien sûr, c'est d'une certaine manière un inconvénient, mais pour moi c'est vraiment un avantage énorme parce qu'en fait, ça te permet de pas y penser. Ça t'enlève cette charge mentale. En fait, quand tu as de l'argent que tu peux enlever quand tu veux, disons par exemple en bourse ou même sur les crypto-monnaies, voire même sur l'immobilier. Hein, sur l'immobilier, tu peux vendre quand tu veux. Alors, c'est pas instantané, ça va mettre quelques mois, mais voilà. Et bah, tu as toujours un peu dans un coin de ta tête l'idée de dire, est-ce qu'il faudrait pas vendre maintenant? Quand la bourse est super haute et que tu as fait une plus-value, tu es content, mais en fait, t'es content, mais tu as une petite voix. Tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Etc. Toujours. Et en fait, bien sûr, cette petite voix, elle te dit, si je vends, mais que ça continue de monter, j'aurais l'air con. Et si je vends pas et que ça se casse la figure, j'aurai l'air con. Et donc, et comme on peut pas prédire l'avenir, voilà, tu sais pas. Et donc, moi, je trouve qu'investir dans les startups, ça présente finalement cet avantage qui a l'air d'être un inconvénient. C'est que une fois que tu investis dans la startup, t'as plus rien à faire. T'as aucune charge mentale. Tu peux oublier. Tu sortiras quand tu sortiras. De toute façon, c'est pas toi qui décides. Et t'es peinard. T'as vraiment rien, aucun souci à te faire. Et ça, finalement, je trouve que c'est hyper agréable. Et ouais, je te rejoins sur ces différents points. Le fait d'investir, forcément, déjà, on va développer cette curiosité qui est intéressante pour aller voir de quoi la startup traite, quel est le projet innovateur, etc., etc. Et donc, forcément, en mettant des billes dedans, on va être curieux de nature et donc on va apprendre pas mal de choses. Ça permet, j'y vois aussi comme avantage d'investir avec du sens, d'investir dans l'économie réelle. On en a parlé sur différentes émissions du podcast de la bonne fortune, mais c'est important d'investir déjà, de faire les choses avec du sens. On n'est pas sur le marché secondaire boursier où ça s'échange les titres, etc. Et donc, tu le disais en introduction, on pourrait en parler à quoi ça sert, mais voilà, donc là on investit vraiment, on donne du sens et de l'impact dans l'économie réelle parce qu'on va financer vraiment des boîtes et des gens qui vont travailler. Et donc potentiellement on peut choisir des projets qui nous tiennent à cœur en fonction des thématiques. Et le fait, comme tu dis, de l'illiquidité, c'est vrai que ça pourrait être un inconvénient parce qu'on aime bien disposer de notre cash pour pouvoir l'investir et d'en disposer pour jouir de notre argent comme on veut. Ce que tu dis, c'est un peu la réflexion que menait Étienne Monceau sur l'épisode qu'on a fait sur le PEA. Le fait d'investir dans un PEA qui est bloqué 5 ans, enfin techniquement il n'est pas bloqué, on peut le débloquer mais on ferme, mais pour bénéficier de l'avantage fiscal, on est obligé d'être bloqué 5 ans. Ça nous enlève déjà toute option de la tête. On est obligé d'investir dans la bourse sur le long terme déjà. Et donc voilà, au moins ça nous pousse en ce sens. Et voilà, le fait d'avoir cette liberté d'esprit, j'y verrai, et ça rejoint également un avantage. Alors moi j'ai vraiment une grande appétence pour l'immobilier, mais l'investissement par exemple dans les startups, je le vois comme un investissement pour le coup totalement passif. Que l'immobilier, encore une fois, j'adore ça, mais il y a la gestion en direct, la gestion des locataires, des copropriétés, l'achat, de la vente, des travaux, etc., du suivi, que là, hormis s'intéresser au projet, ou hormis être vraiment dans la création, peut-être le seed et d'être onboardé par la boîte, c'est un investissement totalement passif. Ouais, je te confirme. Alors, tout existe. Hein. Il y a ce qu'on appelle des investisseurs hands-off et hands-on, donc plus ou moins effectivement actifs ou passifs avec les boîtes. Et moi, à titre personnel, bien sûr, parce que je dirige Léonis Investissement, qu'on a des gros montants investis, etc., je suis un petit peu impliqué. Je suis pas impliqué. On a, tu vois, plus de 30 boîtes en portefeuille, donc de toute façon, je peux pas bosser 3 jours par semaine pour chacune d'entre elles. Mais effectivement, pour la plupart des gens,
et pour moi quand j'ai commencé, etc., c'est effectivement complètement passif. Tu rencontres la boîte, tu t'y intéresses, tu dis ok, on se tape dans la main, ça m'intéresse, on investit. Eux, ils ont pas forcément besoin de toi. Ils ont besoin de contacts et tout, mais même tu vois, donner 3 contacts par an, c'est pas compliqué. Mais ils ont surtout besoin de ton argent pour l'investir, se développer, etc. Donc oui, c'est complètement passif. Euh, il faut en parler avec la startup, mais encore une fois, si vous investissez 3 000 euros, de toute façon, la startup, ça tend à rien. Si vous investissez 1 million d'euros, il faut en discuter. Quel type d'investisseur tu es et à quoi s'attend le fondateur. Et parfois, c'est OK. Parfois, il y a des gars qui disent non, moi, je veux que des gens qui mettent de l'argent et qui m'aident. Mais voilà, souvent, c'est OK d'être entièrement passif et de dire oui, je répondrai aux mails si vous avez besoin de moi. Ça te prend 1 heure par an. Et c'est vrai que comparé à l'immobilier, on est très, très loin en termes de temps impliqué, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Et en effet, ouais, comme tu le dis, c'est sûr que c'est différent entre la personne qui va investir 5 tickets de 10 000 ou 20 000 euros, allez, pour 50 ou 100 000 euros, ou alors des tickets à 1 million, oui, il va pas avoir le même œil forcément sur le développement de la boîte, ça va de soi. Tout à fait. Ouais. En termes d'inconvénients, du coup, on reprend l'avantage-inconvénient. Donc, cette liquidité, à la limite, sur du moyen long terme, c'est quoi la durée d'un investissement moyen? C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Alors, Plus? donc, puisqu'on est dans les inconvénients, bon voilà, on redit la même chose. Donc, l'illiquidité, bon voilà, ça va aussi dans la case inconvénient, c'est sûr. C'est difficile de te répondre. Enfin, il y a une moyenne mondiale qui dit 5 à 7 ans. Ouais. Mais comme toute moyenne, ça veut rien dire. Tu vois, moi, j'ai fait des sorties en quelques mois, en moins d'1 an. Et j'ai des boîtes que j'ai depuis plus que 7 ans et dont je suis pas sorti non plus. En fait, beaucoup de gens se disent ah ouais, mais 7 ans c'est long, moi je préférais sortir plus tôt. En fait, c'est plutôt un avantage d'attendre, puisque quand tu sors trop vite, si tu sors au bout d'1 an, la boîte elle a pas eu le temps de prendre énormément de valeur. Si tu veux, c'est 1 an après, bon, elle a fait un peu de croissance, mais voilà. Mais si tu sors au bout de 10 ans, là la boîte elle a le temps d'avoir complètement changé et grossi. Et tu vois, par exemple, les investisseurs en seed dans Airbnb, c'est-à-dire le premier investissement dans Airbnb, ils sont sortis au bout de 12 ans. Donc ils sont investis en 2008, ils sont sortis en 2020. Par contre, ils avaient investi 20 000 $ et ils ont récupéré plus de 3 milliards de dollars. Et ouais. Donc tu vois, ça vaut le coup d'attendre 12 ans. Ouais. Ça aurait été bête de sortir 1 an après, même à 40 000, même en doublant la mise. Même à 5 millions, si tu veux, ça aurait été bête de sortir à 5 millions, alors que 12 ans après, t'as... voilà. Donc ça c'est un inconvénient. Alors l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est pas toi, investisseur, qui maîtrise quand tu vas sortir. Et ouais, les exits, ça se fait quand? Ça se fait quand il y a des rachats, quand il y a des nouvelles levées de fonds, quand la boîte est vendue à une autre boîte, quand il y a une introduction en bourse? Voilà, c'est essentiellement soit quand la boîte se fait racheter, soit quand la boîte va rentrer en bourse. Alors, c'est un autre avantage d'investir dans la Silicon Valley, c'est que des entrées en bourse, il y en a beaucoup. Il y a effectivement une troisième possibilité, mais elle est très rare, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est effectivement lors d'une autre levée de fonds, on va te proposer de sortir, voilà, mais ça se fait plutôt rarement, même en France et aux États-Unis encore plus. Donc, disons qu'on peut en parler, mais que c'est plutôt, faut pas compter dessus. Donc, c'est plus quand la boîte se fait racheter, quand la boîte entre en bourse. Dans les deux cas, c'est le fondateur, le dirigeant de la boîte, qui va décider de vendre sa boîte ou de la coter. Donc, c'est pas toi qui décides. Et donc, effectivement, on peut avoir, par rapport au problème, qu'on mentionnait à l'instant, on peut avoir ce problème-là. Moi, j'ai investi dans une boîte, et 1 an après, le fondateur décide de vendre, et moi, j'avais pas envie de sortir. Je dis, mais j'adore ta boîte, j'y crois, je pense que tu vas encore aller super loin, etc. Donc, je gagne un petit peu d'argent, mais moi, j'aurais envie de rester encore 10 ans. Mais j'ai pas le choix. Donc, c'est pas grave, je suis obligé de sortir et de gagner de l'argent. Tu vois, bon, on s'en remet, quoi. Mais, ouais, je pense que j'aurais gagné plus d'argent si j'étais resté plus longtemps, et j'ai pas eu le choix, voilà. On l'évoquait aussi en introduction. Donc le ticket d'entrée qui potentiellement peut être élevé et puis les conditions d'accès en fonction des boîtes qu'on souhaite viser, notamment tu l'évoquais, celles aux États-Unis, quoi. Et puis un dernier inconvénient pour conclure sur cette partie, c'est le risque de perte totale. C'est important parce que quand tu investis en bourse, si tu achètes une action Google, t'as quasiment aucune chance de tout perdre. Il faudrait que Google, vraiment, du jour au lendemain, aille au tapis et ferme boutique, ce qui a peu de chances de se produire. Alors, si tu t'amuses à investir dans des petites actions pas connues, machin, oui, ça peut t'arriver, mais si t'achètes Google, Facebook, Amazon, t'as aucune chance. Et un peu pareil avec l'immobilier, que la valeur de ton bien immobilier aille vraiment à zéro, si tu fais une très mauvaise affaire, tu peux perdre la moitié, tu vois. Et pareil, si tu investis en bourse et que ça va mal, tu peux perdre la moitié. Mais tu récupéreras toujours un petit bout de quelque chose. Pareil, en immobilier, je sais pas comment tu peux aller à zéro, mais c'est vraiment très, très compliqué, je pense. Au pire, il te reste tes murs, voilà.
Ouais, exactement, il te restait mûr ton terrain, tu vois? C'est ça, voilà, tu peux perdre une partie, mais tu perds pas tout. En startup, tu peux tout perdre. Donc, voilà, je le précise quand même pour terminer sur les inconvénients. Ça s'appelle la perte de risque totale de capital. Si la startup fait faillite, ferme, et ben, tu perds tout, hein, elle te rend rien. Donc, voilà, ça fait partie. C'est quand même un risque aussi important. Oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est sûr que ça allait de soi, mais c'est intéressant de le souligner et de le rappeler. Du coup, pour investir, et là, on va peut-être évoquer un petit peu plus ton fonds d'investissement. Quels sont, toi, tes critères de sélection pour investir? Comment tu sélectionnes les startups et comment on peut investir à tes côtés? On y va tout seul? On y va avec des amis? On fait comment? On peut tout faire. Venez comme vous êtes, seul avec des amis. Non, alors, il y a deux choses. Je vais te répondre sur quels sont mes critères, mais la première partie de ta question est très bonne. Si on veut investir, comment on fait? Et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus tant de possibilités que ça. Il y a pas tant de choses que ça. Donc, il y a bien sûr les plateformes, on en a parlé. Et franchement, c'est bien pour commencer. Franchement, on peut trouver quand même des choses intéressantes sur les plateformes. Ça arrive. Il existe bien sûr effectivement mon club Léonis Investissement, effectivement le réseau. D'ailleurs, maintenant, il existe aussi d'autres clubs, pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, tu vois, une offre hyper abondante pour démarrer. Et c'est effectivement aussi pour ça que moi, j'ai voulu créer ça, démocratiser, etc. Pour la deuxième partie de ta question de quels sont mes critères, ils sont très nombreux et assez détaillés, donc je vais pas tout. Enfin, là, il faudrait 2 heures pour que je t'explique tout, mais je vais quand même faire de mon mieux pour être synthétique. Je précise bien sûr pour ceux qui veulent qu'ils sont dans mon bouquin qui s'appelle Mes secrets d'investisseur, préface de Xavier Niel, où là il y a plus de 150 pages sur mes critères d'investissement de façon hyper précise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai donc 8 ou 9 critères d'investissement. Ils sont donc assez précis et j'ai besoin de les cumuler. C'est-à-dire que je veux pas une boîte qui va respecter la moitié des critères. Moi, je veux vraiment une boîte qui va respecter tous les critères. Et donc, j'ai un filtre où je vais rejeter plus de 99% des startups que j'analyse. Pour te donner un exemple chiffré, j'analyse à peu près 3000 dossiers par an de startups et j'en sélectionne 10 ou 15 par an dans lesquels investir. C'est-à-dire qu'il y en a 2985 qui vont à la poubelle. Donc ça, c'est important. Alors, pour te donner quelques éléments, la première chose, toujours, c'est l'équipe, forcément. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à te dire, c'est une évidence, c'est un peu comme tout le monde, mais je le dis quand même parce que c'est important. Donc il faut une bonne équipe, intègre, ambitieuse, intelligente, etc. Et ça, il n'y a pas de... Je peux rien te dire parce que c'est de l'expérience, c'est des rencontres, et j'ai l'habitude de rencontrer des entrepreneurs, et voilà. Ensuite, je regarde quelque chose que moi j'appelle l'unfair advantage. En France, on appellerait ça l'avantage injuste. C'est quel avantage possède cette startup que les concurrents ne possèdent pas et ne pourront jamais posséder. En fait, quand tu investis sur une startup, il y aura toujours de la compétition. Soit, tu sais, les idées, parfois, elles sont un peu dans l'air du temps, donc soit ils sont déjà en train de créer, soit personne n'y avait pensé, mais une fois que la startup, elle se met à fonctionner, tout d'un coup, tout le monde y pense et vient faire la même chose en disant, OK, c'est le bon plan. Donc, comment tu sais que c'est ta startup à toi qui va gagner et pas un concurrent qui arrive et qui met 2 fois plus d'argent sur la table, etc. Eh bien, il faut qu'elle ait un avantage et que cet avantage soit injuste, c'est-à-dire que les concurrents ne pourront pas le répliquer. Donc l'exemple le plus connu que tout le monde a en tête... Ça va être quoi? Ça va être les brevets? Voilà, l'exemple le plus connu que tout le monde a en tête, c'est le brevet. C'est-à-dire tu dis, tu veux faire la même chose, désolé, tu peux pas, j'ai un brevet. Voilà. C'est un très bon exemple. Mais ça peut être plein d'autres choses, l'unfair advantage. Ça peut être une marque, par exemple, tu vois, quand on dit, on prend un Uber, personne dit, je prends un Captain ou machin, tu vois. Tout le monde dit, ça s'est fait ubériser. Personne dit, ça s'est fait captainiser, tu vois. Donc, c'est une marque forte. Donc c'est comme Coca-Cola, c'est une marque très forte. Ou Nike, tu veux acheter des chaussures de sport, tu dis je m'achète des Nike. Voilà. Ça peut être, je parlais de Coca-Cola, ça peut être une recette secrète. Pas forcément une recette alimentaire, Coca-Cola c'est le cas, mais tu veux faire une boisson sucrée, un cola, t'arriveras pas à faire exactement le même goût parce que tu connais pas la recette secrète. Ça peut être une recette secrète d'un produit technologique qu'il y a que toi qui sais faire, des secrets industriels, etc. Tu vois, je sais pas, Apple, quand ils ont lancé l'écran tactile avec le touchscreen, avec le double touch, c'était un secret, personne ne savait faire et c'est eux qui, voilà, donc ils ont fait un produit meilleur. À l'époque, en tout cas, l'écran double touch était bien meilleur parce qu'il y a que eux qui savaient faire ça.
Et ouais, avant que le concurrent Samsung, etc., les reprennent, il s'est passé du temps et Exactement. voilà. Et ça leur laisse l'avantage. Même si Apple n'était pas une startup, puisqu'à l'époque c'était déjà une grosse boîte qui faisait des ordinateurs, mais la partie téléphone, c'était presque une startup à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut être tout ça. Ça peut être un réseau. Tu vois, si tu dis, mais moi je suis l'ancien assistant de cabinet d'Emmanuel Macron, bah, j'ai un réseau. Et mes concurrents, ils n'ont pas ce réseau-là. Ou si je suis l'ancien PDG de PayPal, et puis je vais créer une boîte dans la finance, et ben forcément, t'as vachement voilà. Donc ça peut être plein de choses comme ça, mais quel est ton avantage injuste que les autres n'ont pas et ne pourront pas avoir? Ça peut être quelque chose qu'on aime beaucoup dans la Silicon Valley. Qu'est-ce que les fondateurs ont compris et qui sont les seuls à avoir compris? Tu vois, je reprends l'exemple d'Airbnb. Eux, ils avaient compris que Airbnb, ça fonctionnerait d'aller dormir chez des inconnus, alors que tout le monde leur disait, mais vous êtes des fous, ça marchera jamais votre truc. Et eux, ils avaient pigé, ils avaient dit, si, regarde, machin, ça va marcher. Et ils avaient raison, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne, on va tous dormir chez des inconnus. Voilà. Mais au début, personne n'y croyait. On disait, mais vous êtes complètement tarés, quoi, ça marche pas. C'est vrai que ça faisait débat, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est l'avantage injuste. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Je regarde des boîtes qui sont scalables, c'est-à-dire des boîtes qui peuvent passer à l'échelle. Et c'est pour ça que j'investis uniquement dans le digital. Donc, j'investis pas dans les produits physiques, puisque les produits physiques, c'est pas scalable, puisqu'à chaque fois que tu vends ton 10e, 100e, 1000e produit, bah, il faut le créer. Alors que si tu es sur du digital, si tu prends encore une fois l'exemple de Airbnb, et ben quand tu as une fois créé ton site, et ben que tu aies 10, 20, 100, 50, 200 réservations, toi, ça te coûte pas plus cher, c'est le même site web, mais tu vas gagner toujours plus en commission. Donc, les coûts fixes restent stables et l'argent gagné augmente. Tu te retrouves à avoir des boîtes qui gagnent de plus en plus d'argent. La scalabilité, la mise à l'échelle. Exactement, le passage à l'échelle, la scalabilité, donc des boîtes du digital, avec un unfair advantage, sur un marché en croissance, évidemment, des boîtes qui génèrent de la marge, bon, tout ça c'est des choses de base. Et puis, très très important, probablement un des critères les plus importants. Alors oui, je précise autre chose, c'est que une boîte, tous ces critères sont reliés entre eux. Par exemple, une boîte scalable qui passe à l'échelle, c'est déjà un unfair advantage par rapport à une boîte qui passe pas à l'échelle. Ouais, parce que c'est un avantage qui est complètement injuste, puisque l'autre, elle a un produit physique, elle passera jamais à l'échelle. Donc c'est déjà un unfair advantage, d'accord? Un autre unfair advantage pour moi très important, c'est la Silicon Valley. C'est-à-dire que être dans la Silicon Valley, c'est un unfair advantage. Tu vas avoir accès aux meilleurs talents du monde, au plus grand marché du monde, le marché américain, c'est le plus grand en termes de taille et de pouvoir d'achat, d'accord? Avec plus de 350 millions de personnes, alors qu'en Europe, c'est fragmenté, tu as différentes langues, etc. Alors, tu as le marché chinois, bien sûr, mais c'est encore autre chose. Hein, j'investis pas dans les pays dictatoriaux, communistes et où tu peux pas sortir ton argent, hein, évidemment. Surtout que c'est pas mon argent à moi, c'est l'argent des membres du club. Donc, tu as le plus grand marché, tu as les meilleurs talents. C'est là où tu as le plus d'investisseurs, justement, et de financement. Donc, c'est des boîtes qui vont pouvoir attirer beaucoup plus de capitaux, justement pour se développer plus vite. Hein. C'est aussi un unfair advantage. Tu as deux boîtes qui font pareil, mais tu en as une qui a levé 500 millions et l'autre qui a levé 5 millions. Bah, c'est sûr hein, que tu sais qui va gagner. Voilà, c'est évident. Donc voilà, la Silicon Valley, c'est un unfair advantage. Et puis, donc dernier point, et je m'en arrêterai là, il y en a plein d'autres, hein, je pourrais te parler de ça des heures, mais voilà, je vais pas faire un monologue. Mais un critère très très important pour moi, c'est des boîtes qui génèrent de la traction. Alors, la traction, c'est en deux mots, hein, là plus loin, traction, c'est une accélération de plus en plus rapide du chiffre d'affaires, des ventes et de la commercialisation. Il y a de plus en plus de clients et ça s'accélère. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, tu connais la statistique, 9 startups sur 10 échouent. Il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter qui disent ah, c'est bien beau Gabriel avec ses startups, mais 9 fois sur 10 ça se plante, franchement ça m'intéresse pas. Et c'est vrai, cette statistique au niveau mondial, elle est vraie, 9 startups sur 10 échouent. En revanche, en fait, si tu regardes bien, 9 startups sur 10 échouent parce qu'elles n'arrivent jamais à atteindre l'attraction. Pourquoi? Beaucoup de gens pensent qu'en fait investir dans une startup, c'est investir sur ce qu'on appelle une équipe, une idée. Donc c'est deux gugus qui viennent te voir avec un PowerPoint et ils disent voilà, on va faire ça. Et en fait, là, il y a plein d'inconnus et de choses qui peuvent mal se passer. Ils peuvent te dire qu'ils vont le faire, tu leur donnes de l'argent, t'investis, et puis finalement, ils vont pas le faire. Ils te disent ah non, mais en fait, là, je viens d'avoir un enfant, du coup, je vais pas quitter mon job tout de suite, je vais le faire un peu à côté, etc. Bon. Donc ça marche pas. Ou alors, il peut quitter son job, il te dit ouais, je vais le faire, mais en fait, il sait pas le faire. Il essaye de développer le produit, de coder, de sortir son produit, machin, ça marche pas, il y arrive pas. Tu sais pas s'il y arrive ou pas. Alors que s'il a de l'attraction, on sait qu'il l'a fait et qu'il a réussi à le faire, d'accord? Finalement, il peut arriver à le faire, il dit ok, il arrive à le faire, mais il n'y a pas de marché. Il fait un truc, mais ça intéresse personne. Les clients, ça les intéresse pas. Pareil, s'il y a de l'attraction, on sait que ça les intéresse les clients parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent. Ou alors, il peut réussir à le faire, ça intéresse les clients, mais le mec est un super mauvais vendeur.
Il est très bon pour développer son truc, mais il sait pas le vendre. Il y a des clients, mais il sait pas le vendre, ça se vend pas. Donc, ça marche pas. S'il y a de l'attraction, on sait qu'il sait le vendre, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui l'achètent. Ou alors, il sait le vendre, ça intéresse les clients, mais c'est trop cher, ou c'est pas assez cher, ou etc., etc. Il y a plein de problèmes qui peuvent intervenir à ce moment-là, qui font que la boîte peut se planter. Et en fait, les boîtes qui se plantent, encore une fois, c'est les boîtes qui n'ont pas atteint l'attraction. On parle aussi de product market fit, c'est-à-dire que quand ton produit fit avec ton marché, et donc comment tu sais que ton produit fit avec ton marché? Parce que tes clients achètent, et ils achètent de plus en plus. Et donc, si la boîte elle commence à atteindre le product market fit et l'attraction, c'est-à-dire qu'il y a une certaine accélération, et c'est génial d'investir à ce moment-là, parce qu'on sait que la boîte va pas se planter, parce qu'elle a déjà des clients, mais elle en a de plus en plus. Or, nous, quand on investit, on veut que la boîte elle grossisse. Et elle est déjà en train de grossir, donc on investit pile au moment où elle commence à grossir. Avec notre argent, elle peut que continuer à grossir, voire grossir encore plus vite. Et donc, on est assuré que la boîte va être plus grosse et donc valoir plus. Et donc, si tu veux, on est quasiment assuré de gagner de l'argent parce que la boîte, elle est déjà en train de grossir. C'est ce que j'allais te demander. Là, tu parlais, c'est très intéressant, en tout cas, ces critères, très bien développés, expliqués. Tu parlais de boîtes donc qui sont scalables, donc là, avec l'attraction, etc. Tu parlais de marge tout à l'heure. Est-ce que tu investis dans des boîtes qui sont d'ores et déjà rentables, ou alors tu aurais pu investir, par exemple, dans Uber, qui, on le sait, a été en déficit pendant X années avant de générer des bénéfices? Alors, j'aurais pu effectivement investir dans Uber. Ce qui est important pour moi, c'est que le modèle soit rentable. C'est-à-dire que le modèle de Uber, c'est complètement rentable. C'est une application et à chaque fois qu'il y a une course, on prend une commission. Donc, le modèle de Uber, tu peux pas perdre d'argent parce que tu fais rien et quand il y a une course, tu gagnes de l'argent. D'accord? Effectivement, ils ont choisi, eux, de perdre de l'argent. Mais attention, quand on dit perdre de l'argent, c'est le business au total. Effectivement, à la fin de l'année, il est en négatif. Pourquoi? Parce que tout cet argent qu'ils gagnent pendant les courses, ils le réinvestissent en marketing. Pourquoi ils le réinvestissent en marketing? Pour se développer plus vite, pour aller conquérir des marchés. Il y a plusieurs stratégies, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a des startups qui lèvent, voire pas du tout, ou alors un tout petit peu, et d'autres qui lèvent vraiment de façon faramineuse. Là, on le voit en ce moment, ça tombe. Il y a des levées de fonds, on le voit. Dans Telle tous les boîte sens, a levé tant de millions, telle boîte a levé tant de millions, etc. Et les chiffres sont en train de croître de façon vraiment, j'ai l'impression, exponentielle. Mais dans ces boîtes, il y en a qui sont déjà d'une certaine façon en bénéfice, ou alors qu'attendent d'être en bénéfice avant de lever, et d'autres qui veulent se développer comme Uber, comme tu le dis si bien, qui sont sûrs de leurs coûts, etc. Ils chargent en investissement et ils se développent, mais en attendant, ils sont donc en négatif. Est-ce que c'est un des critères? Non, alors, si tu veux, ce modèle de lever de l'argent et d'aller conquérir des marchés rapidement, c'est le modèle de la Silicon Valley. Pourquoi tout le monde le fait maintenant, y compris en France? Parce que c'est le modèle qui marche. C'est le modèle de dire, on va dépenser en marketing, mais ensuite on sera rentable. Donc aujourd'hui, une boîte qui lève 10 millions d'euros et qui dit on est rentable, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentables, mais ils sont pas suffisamment rentables pour dégager les 10 millions qu'ils viennent de lever. Sinon, ils les auraient pas levés, évidemment. Donc, ils sont rentables si tu comptes pas les 10 millions qui sont en train de cramer en marketing. Donc le business, ils te disent on est rentable, ça veut dire notre business model structurel est rentable. Et c'était le cas d'Uber. Simplement Uber, tout le monde s'est amusé à leur tomber dessus en disant ils perdent de l'argent, mais Uber, ils auraient très bien pu dire on est rentable et simplement on va lever de l'argent pour aller le cramer en marketing. Donc oui, bien sûr, pour moi c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que je vois comment la boîte, à un moment quand elle aura conquis son marché et qu'elle arrêtera les dépenses marketing, comment elle peut être rentable. Tous les business sont là pour gagner de l'argent. Il faut pas faire n'importe quoi. Tu vois, par exemple, si tu te souviens de l'histoire de WeWork, la débâcle, c'était un truc où même en arrêtant, même en fonctionnement normal, WeWork était pas rentable. Parce que c'était mal géré. Maintenant, WeWork est en train de revenir sur le devant de la scène et maintenant, WeWork va être très rentable et c'est une super boîte. Surtout avec le Covid, le travail à distance et tout. Si c'est bien géré, c'est un business intéressant. Voilà, donc non, ça me dérange pas que la boîte perde de l'argent. En fait, moi, je dis pas qu'elle perd de l'argent, je dis qu'elle investit pour grossir plus vite. Et tant mieux, parce que c'est à ce moment-là que nous, on investit, qu'on entre au capital. Si la boîte avait pas besoin de lever de fonds, on pourrait pas, nous, devenir actionnaire. Donc ça fait pas partie des critères. Alors, pour revenir sur ce que je te disais sur l'attraction, le problème, c'est qu'il faut trouver le bon moment. Il faut trouver le moment où, pas trop tôt, sinon ils n'ont pas encore de traction, mais s'ils ont trop de traction, ça y est, c'est devenu une grosse boîte, ils n'ont plus besoin de nous. Donc il faut vraiment trouver ce sweet spot, entre guillemets, où ils commencent tout juste à avoir de l'attraction. Et justement, c'est vraiment ça, mon métier chez Leonis Investissement, c'est de trouver ces boîtes pile à ce moment-là et d'investir pile à ce moment-là. Voilà. Super. Justement, parlons un petit peu de Leonis Investissement. Tu évoquais tout à l'heure les chiffres, je les ai perdus. Donc, c'est un fonds donc tu as créé depuis maintenant 4 ans.
C'est un club, c'est pas un fonds, c'est un club de particuliers. Un club, ouais. Voilà, ça existe depuis 4 ans. Je te redonne les chiffres que j'ai cités tout à l'heure. Plus de 400 membres actifs dans le club et plus de 13 millions de dollars investis en tout depuis le départ dans des startups de la Silicon Valley. Ok, d'accord. Et sur ces 4 ans, donc, tu as investi sur combien de projets, de startups, de boîtes, grosso modo? Écoute, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est une trentaine. Je crois on doit être à 31 ou 32. On vient de passer les 30. Une trentaine, tu me l'as dit tout à l'heure aussi, ouais, ouais, ouais. Et vous avez fait des sorties du coup, peut-être, donc tu le disais, peut-être entre guillemets forcé sans le vouloir, peut-être trop tôt, etc. Mais est-ce que tu as un retour sur tes chiffres en termes de rendement, de rentabilité? On va parler du marché immobilier, peut-être on peut viser des investissements entre 5 et 15% de rendement à l'année, etc., etc. Est-ce que toi, tu as un chiffre parce que tu parles de 9 startups sur 10 qui se scratchent. Alors j'imagine que toi, ton but, c'est d'aller investir sur les unes qui se scratchent pas, mais sur ces 30, tu en auras peut-être un petit peu de perte de charge, etc. Est-ce que tu as un petit peu de métriques à nous donner? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, effectivement, mon but, c'est d'inverser, de faire 9 sur 10 qui réussissent. Donc, effectivement, 9 sur 10 qui ratent, c'est dans le monde entier, et les boîtes qui n'ont pas atteint l'attraction. Comme je te l'ai dit, moi, j'investis quand il y a de l'attraction. Donc, moi, je veux inverser la formule et avoir 9 sur 10 qui réussissent. Pour l'instant, j'ai plutôt réussi. Mais effectivement, ce qui est compliqué, je vais te donner le plus de chiffres que je peux, mais ce qui est compliqué, c'est que c'est des investissements très longs. C'est 5 à 7 ans en moyenne, et ça peut être plus. Et donc, il est trop tôt pour te donner des chiffres. D'autant plus que ça existe donc depuis 2017, mais en fait 2017-2018, on était très petits. Hein. Même fin 2018, on était une vingtaine dans le club, tu vois, quand aujourd'hui on est 400. Donc les débuts ont été très lents, hein, c'est normal, ça se met en place petit à petit, etc. Et sur 2017-2018, en tout, en 2 ans, on a fait 4 investissements. Donc tu vois qu'en fait, sur les 30, il y en a eu 4 en 2017-2018 et 26 grosso modo en 2019-2020. Donc ça c'est et début 2021. Donc ça s'est évidemment accéléré. Mais donc ça veut dire que la plupart de ces investissements sont jeunes. Alors sur les 30 investissements qu'on a fait, on n'a déjà aucune perte. On n'a aucune boîte qui a été au tapis. Ça c'est une bonne chose. Pareil, il est trop tôt. Dans 10 ans, il est possible que parmi ces 30, il y en ait quelques-unes qui aient été au tapis. J'espère le moins possible, voire j'espère aucune, mais il est tôt. Et ensuite, on a fait sur ces 30 investissements toujours une sortie. Donc tu vois, quand je te dis qu'il est trop tôt pour dire, c'est qu'il est vraiment trop tôt. Il en reste 29, ou si on est à 31, il en reste 30, qui sont toujours en cours et où on attend le dénouement. Cette sortie qu'on a faite, c'était effectivement une sortie très rapide, trop rapide selon moi. C'était une sortie en 6 mois seulement, hein, donc vraiment très rapide. On a investi en janvier et en juin, c'était terminé. Ouais. Une boîte où j'aurais adoré rester parce qu'il y avait vraiment un super potentiel. Et on a fait un retour sur investissement de fois 1,5. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient investi 2000 euros ont récupéré 3000. Je dis 2000 euros hein, parce que c'est le montant minimum d'investissement chez Léonis Investissement. Et donc, voilà, tous ceux qui ont mis 2000 euros ont récupéré 3000 en 6 mois. Voilà, c'est bien, tu vois, c'est bon, c'est pas mal. Évidemment, c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Moi, chez Léonis Investissement, je cherche au minimum de multiplier l'investissement par 10, vraiment au minimum, et d'aller chercher des performances entre x10 et x100, et même entre x100 et x1000. Je le dis, alors ça peut paraître fou, mais en fait, aller multiplier son investissement initial par 1000, dans les startups de la Silicon Valley, c'est très courant. Hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive, j'allais dire tous les jours. Je sais pas, peut-être pas tous les jours, mais c'est pas du délire d'imaginer ça. C'est très 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 courant. Et donc, bah là, on commence à être sur des trucs très intéressants. Hein. Si on investit 2000 euros et qu'on multiplie son investissement par 1000, ça fait 2 millions d'euros. Évidemment, c'est des sommes qui changent la vie. Donc voilà, il suffit. Ce qui est super, hein, c'est qu'il suffit que ça arrive une fois. En imaginant que même quelqu'un qui aurait investi sur les 30 boîtes de Léonis et qui va planter les 29 autres, mais qui une fois va récupérer un fois 1000, va récupérer 2 millions d'euros. Bon bah voilà, ça vaut quand même le coup. Donc c'est ce qu'on appelle une répartition discrète. Il suffit d'un gros vainqueur pour faire la performance. Voilà. Ouais, c'est sûr. On reprenait l'exemple de Google, de Facebook, Amazon, etc. C'est sûr que les fondateurs ou ceux qui ont investi à leur début sont aujourd'hui très très contents. Ouais. Et on a une boîte dans le portefeuille qui est en train de se présager comme vraiment un potentiel très très gros winner. C'est une boîte qui a multiplié sa taille et sa valorisation par 10 en seulement 1 an après qu'on ait investi. Donc tous les gens qui avaient investi 2000 euros, 1 an plus tard, ils ont quasiment 20 000 euros, un petit peu moins parce qu'il y a une petite... c'est un petit peu moins de x10. Et elle est sur une trajectoire complètement folle. Moi, je pense qu'elle va encore faire x10 l'année prochaine. Donc là, si tu fais x10 2 ans d'affilée, ça fait x100.
Voilà, donc il est encore tôt, mais on a vraiment une boîte qui est sur une trajectoire extraordinaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que même si tu n'as pas de sortie, tu as des boîtes qui sont revalorisées, tu as accès certainement donc, aux assemblées générales. Alors aux États-Unis, je sais pas si on appelle ça assemblée générale, etc. Mais tu as accès à des documents, des valorisations, peut-être des nouvelles Tout levées à fait, ouais. qui se font sans sortie. Absolument. Des nouvelles levées avec donc sur une nouvelle valorisation, comme tu le dis. Donc tu as quand même quelques métriques comme ça qui sont intéressants et qui te confortent sur les choix que tu as fait jusque-là depuis ces 4 ans. Ouais. Ouais, absolument. Et on a effectivement voilà, des très très belles histoires en train de s'écrire. On a des boîtes avec des co-investisseurs aussi extraordinaires. On a une boîte dans laquelle on a investi, nous, l'année dernière. Et il y a Sequoia qui est en train d'investir en ce moment. Donc, c'est le plus grand fonds d'investissement du monde qui est en train de. Et tu vois, je me dis, on l'avait repéré avant, quoi. Et donc, bien sûr, une fois que Sequoia a investi chez toi, voilà, ton destin est un peu tout tracé, quoi. Voilà, il y a des très très belles aventures, effectivement. Et il y a des très beaux multiples, de boîtes qui grossissent, qui sont pour l'instant sur le papier. Donc, attention, sur le papier, ça compte pas. Ça comptera quand ce sera dans notre poche. Mais voilà, ça laisse présager de très bonnes choses pour la suite. Ouais. Tu peux nous dire de quelle boîte il s'agit, quelques noms Ouais, bien sûr. Alors la plus belle, alors c'est pas des boîtes connues, encore moins en France, parce que c'est encore des boîtes plutôt petites, mais qui sont qui sont de moins en moins petites. Donc peut-être des boîtes dont le grand public américain en tout cas entendra parler dans les années qui viennent. Notre plus belle réussite est vraiment de loin. C'est une boîte qui s'appelle Oxygène. Donc ça s'écrit Oxygène, et c'est oxygène.us. C'est une néobanque pour les entrepreneurs aux États-Unis. Ça pourrait ressembler aux néobanques qu'on connaît en France, Shine, Conto, mais eux, c'est un petit peu différent dans le sens où ils proposent un compte bancaire pour la société et un compte bancaire pour le fondateur. Et donc, c'est très adapté aux freelances, aux auto-entrepreneurs, etc., qui se lancent un peu tout seuls. Il y en a eu énormément en 2020 avec le Covid. Forcément, donc ils ont eu une très très belle vague. Et voilà, donc eux, ils ont, je saurais plus te dire les chiffres, mais ils ont des centaines de milliers, mais peut-être des millions maintenant de comptes ouverts. C'est complètement hallucinant. Ouais. On est encore à des centaines, on n'a pas encore atteint le million de comptes. C'est des centaines de milliers, mais c'est des croissances à 2 voire 3 chiffres tous les mois. Donc c'est complètement hallucinant. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est hyper rentable. Comme on est sur de la fintech et des comptes professionnels. En fait, pour chaque compte ouvert, ils gagnent énormément d'argent, ce qui intéresse évidemment beaucoup les investisseurs. Et voilà, donc nous, on a investi dans cette boîte en mai 2020. Elle valait 20 millions de dollars. Aujourd'hui, elle en vaut plus de 150. Donc en un an, elle est passée de 20 à 150. Et donc voilà, si elle continue sur cette trajectoire, ce sera bientôt une licorne qui vaudra plus d'1 milliard. Je pense pour être conservateur, je dis dans les 24 prochains mois, mais à mon avis, ça peut être dans les 12 prochains mois. Voilà, et il y a une néobanque américaine qui a une trajectoire similaire, qui a été aussi vite. C'est une boîte qui s'appelle Chime, C-H-I-M-E, qui aujourd'hui vaut 15 milliards, avec 5 millions de comptes. Eux, ils ont presque 1 million de comptes et voilà, ils valent que 150 millions. Mais quand ils auront, je pense, et ce qui est très intéressant, c'est que Chime, c'est pour les particuliers, donc en B2C. Et donc, chaque compte bancaire rapporte moins à la banque, à l'entreprise. Oxygène, c'est en B2B, ça rapporte beaucoup plus. Donc je pense que avec 1 ou 2 millions de comptes, il pourrait valoir autant que Chime avec 5. Chime vaut 15 milliards. Voilà, donc Oxygène aujourd'hui vaut 150 millions, mais peut peut-être valoir 15 milliards dans quelques années, quoi. Ouais, potentiellement, ça laisse présager de beaux chiffres. En tout cas, félicitations pour ça. J'aurais bien voulu rentrer à l'époque. Après coup, c'est toujours facile de Ouais, voir. alors tu sais ce que je te dis. Tu sais ce que je vais te répondre, Ismaël, c'est que quand on a investi, on ne savait pas. Quand on a investi, c'était une boîte comme une autre. Nous, on fait 10 à 15 investissements par an dans le club. Donc, à chaque fois qu'on investit sur une boîte, ça peut être le prochain Oxygène. Donc, voilà, t'es le bienvenu, viens investir avec grand plaisir. C'est quoi les tickets d'entrée? Et tu parlais de, justement, pour les investisseurs qui investissent avec ton fonds, c'est à partir de 2 000 euros pour investir sur un projet. Mais un projet comme Oxygène ou d'autres, grosso modo, les tickets d'entrée aux États-Unis sur les startups, on tourne sur quel ticket moyen? Écoute, ce genre de boîte pour rentrer, on est au minimum en général à 100 000. Ok, ouais. Ça peut être plus, ça peut être 250 par exemple. C'est vraiment ça dépend combien ils vont lever et c'est un peu à l'appréciation de l'entrepreneur. Mais alors ça peut être 50 aussi. Parfois à 50 tu peux rentrer, mais on est souvent à 100, 150 ou même 250.
Après, tout existe. J'ai vu des boîtes où tu pouvais pas rentrer en dessous de 500, par exemple. En dessous de 500 000, tu rentres pas. Pour des un peu plus grosses levées. Donc voilà, tout existe. Nous aujourd'hui avec le club, on investit sur chaque deal sur lesquels on va, on investit à peu près entre 700 000 et 1 million d'euros. Et donc moi je cherche aussi à faire grossir le club pour qu'on soit plus nombreux, pour qu'on soit, disons par exemple, toujours au-dessus de 1 million. Là on est entre 700 000 et 1 million. Notre record c'est 1,1 million. C'était justement sur Oxygène, sur le nouveau tour de table, parce que les membres étaient beaucoup trop fans de cette boîte qui est complètement dingue. 1,1 million, mais quand on sera toujours à 1 million, eh ben, on aura encore accès. Il y a des deals où le minimum c'est 1 million. Donc voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Pour pouvoir accès à d'autres deals, etc. Et j'imagine qu'aujourd'hui, Voilà, d'autres deals avec plus cette intéressants. arriéré que tu commences à avoir sur ce club et non pas ce fonds, mais sur ce club, peut-être que, alors, je sais pas, vu que c'est les États-Unis, mais peut-être qu'on vient de chercher, peut-être qu'on te propose, peut-être que tu as accès à plus de deals, à plus de choses. De plus en plus, absolument. Ouais, on a de plus en plus de. Enfin voilà, quand j'ai débarqué aux États-Unis pour la première fois il y a 3 ans, sorti de nulle part, voilà, c'était pas la même chose. Donc oui, on a de plus en plus de deals entrants. Après, en fait, maintenant, moi, j'investis de plus en plus aussi auprès d'un incubateur très connu qui s'appelle le Y Combinator. Donc, je sais pas si ça te parle. Ça s'écrit Y Combinator, le Y Combinator, et c'est le plus grand incubateur de startup au monde. C'est le plus connu. C'est de cet incubateur-là que c'est là où ont été créés Stripe, justement Airbnb, Dropbox, Coinbase, Twitch, DoorDash. Donc c'est juste complètement hallucinant. C'est voilà le meilleur incubateur au monde, de très très loin. Et donc moi j'aime beaucoup cet incubateur, j'y crois. D'ailleurs Oxygène dont je te parle vient de cet incubateur-là. Évidemment c'est pas un hasard. Et probablement une future licorne. Et donc, j'investis beaucoup là-bas, mais comme c'est le meilleur incubateur du monde et que beaucoup de gens le savent, c'est vrai que voilà, les tours de table sont très 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 concurrentiels parce que, si tu veux, selon moi, c'est vraiment les meilleures startups du monde entier, hein, vraiment. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et donc, eux, pour le coup, ne viennent pas me chercher. C'est toujours moi qui vais me battre pour avoir ma place. C'est franchement pas facile. D'ailleurs, ça marche pas à 100% des coups. Hein. Il y a des fois, je le dis ouvertement, c'est pas fun pour moi, mais ça fait partie du jeu. Il y a des fois où j'ai envie d'investir, j'insiste et tout, et ils disent non, désolé, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais je les comprends. S'ils ont le choix entre Leonis Investissement et, tu vois, je sais pas, Sequoia ou Ouais, bien Andreessen sûr. Horowitz, les plus grands fonds d'investissement du monde, Leonis Investissement est pas encore parmi les plus grands fonds d'investissement du monde. Ça viendra, j'espère. Donc voilà, mais on arrive à avoir beaucoup de deals chez eux. Tu vois, en 2021, on a fait, si je te dis pas de bêtises, de tête, hein, de mémoire, on a dû faire 7 investissements depuis le début de l'année, ou 8, et je crois qu'il y en a un qui n'était pas du Y Combinator, et les 6 ou 7 autres étaient du Y Combinator. Et ouais, Donc ouais. voilà, alors je ne dis pas Leonis Investissement est un club qui fait que ça, hein, voilà. En ce moment, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment des deals extraordinaires. Et donc, voilà, eux, pour le coup, ils viennent pas nous chercher, je le dis de façon transparente, c'est moi qui vais me battre pour avoir une place. Mais je suis super content, tu vois, d'y arriver quand même souvent. Et c'est vrai que c'est vraiment des startups extraordinaires. Ok, bah, je te souhaite que dans 10, 15, 20 ans, quand tu iras faire des tours de table en mettant peut-être 10, 15, 20, 30 millions, ça sera peut-être différent et ils viendront frapper à ta porte. J'espère. Comment fonctionne ton fonds? Parce que bon, on sent à t'écouter, et puis moi qui te suis, d'ailleurs on le rappellera, ta chaîne YouTube également, Léonis Investissement, etc. On sent la passion, on sent la foi, la connaissance. Tu travailles pas, voilà, pour le plaisir de pouvoir toi y mettre des billes également sur ces fonds. Comment ça se passe pour les investisseurs qui veulent investir avec toi à tes côtés ou et suivre tout ça? Oui, alors, tu sais, je serais presque capable, effectivement, alors tu as raison, je suis passionné, je suis ravi que ça s'entende. On me dit souvent que ça s'entend, donc voilà, ça doit être vrai. Voilà, en tout cas, c'est vrai que je suis hyper passionné par ça, donc je serais presque capable de le faire pour le fun. Effectivement, je crois que c'est le sens de ta question. Il y a effectivement un modèle économique, hein, derrière Léonis Investissement. Il y a 2 choses. Il y a donc, d'une part, une cotisation pour être membre du club, pour faire partie du club et accéder tout simplement aux opportunités d'investissement. Ça donne également accès à la communauté, hein, je le répète, on est plus de 400 membres, donc actifs, investisseurs, voilà, des gens intéressants à venir rencontrer. Et il y a un aspect communautaire fort. On discute, on a une plateforme en ligne sur laquelle on discute quotidiennement et on fait des rencontres en visio mensuelles
et trimestriel en face-to-face, en vrai de vrai à Paris. Là, en plus, ça va pouvoir reprendre avec la vaccination, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement quelque chose de classique dans l'investissement qui s'appelle le carried interest. Le carried interest, c'est une commission sur la plus-value au moment de la sortie. Donc c'est ce que pratiquent les fonds d'investissement. Ça permet d'aligner les intérêts. C'est-à-dire que le but de Leonis Investissement, c'est de faire gagner le plus d'argent possible. Enfin, le but. Oui, le but, voilà, c'est de faire gagner le plus d'argent possible à ses membres, à ses investisseurs. Et il y a un incentive financier. Plus il y a de l'argent gagné, plus la commission est fixe, mais commission sur un montant plus élevé. Donc commission à la sortie sur la plus-value générée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une commission donc uniquement sur la plus-value qui est générée, pas sur l'argent qui est investi. Donc c'est vraiment sur l'argent finalement que tu auras gagné grâce à Leonis Investissement. Voilà. D'accord, donc entre guillemets des frais d'entrée avec cette cotisation annuelle. Tout à fait. On peut parler de frais d'entrée. Remarque, oui. Il n'y a pas de frais sur chaque deal, c'est-à-dire qu'on paye, absolument, on paye la cotisation et après donc tu as le deal qui s'ouvre, disons Oxygène. Tu vas. Il n'y a pas de frais ensuite, ouais, effectivement. Ouais, voilà, tu vas proposer 1 million. Donc si j'investis 10 000 euros, il n'y a pas de frais ni à l'entrée. Par contre, à la sortie, il y a les frais de sortie. Ce sont les deux frais. Tout à fait. Voilà, les deux frais qui sont appliqués. Tu peux nous les évoquer ? Alors. Oui, pour l'un des deux et l'autre, non. Je peux te parler de la commission sur la plus-value. Le montant, il est de 20% sur la plus-value générée. J'ai pas été chercher midi à 14h, c'est le pourcentage qu'appliquent tous les fonds d'investissement du monde, Sequoia, etc. Enfin voilà, tout le monde. Y a pas, non, d'ailleurs, Sequoia, ils sont à 30, mais parce que c'est les meilleurs. Mais 99% voilà, tout le monde est à 20, donc j'ai pris pareil que tout le monde. J'ai pas été chercher midi à 14h. Pour ce qui est de la cotisation, je l'évoque pas, c'est pas pour faire de la mauvaise volonté. Je l'évoque pas parce que traditionnellement, elle a jusqu'à aujourd'hui augmenté tous les ans. Et donc en fait, il y a je sais pas quoi 2 ans, je suis passé dans un podcast, un autre, et j'ai donné le prix. Et après, les gens me contactaient et c'était plus ce prix-là. Les gens étaient déçus, etc., etc. Donc, je préfère ne pas donner quelque chose qui va être faux dans quelques mois. Elle a augmenté traditionnellement chaque année cette cotisation pour refléter la valeur apportée dans le club qui était toujours plus importante. Au début, c'était un petit club en France. Aujourd'hui, c'est un gros club dans la Silicon Valley. Ensuite, il y a eu effectivement de façon quasiment exclusive les boîtes du Y Combinator, qui est le plus grand incubateur du monde entier, etc., etc. Donc, forcément, il y a toujours une valeur apportée plus importante. Donc, la cotisation a augmenté. Ce que je peux dire, pour quand même donner une idée, c'est que c'est une cotisation qui est à un prix élevé. C'est normal, c'est volontaire. Leonis Investissement, c'est un produit premium. Encore une fois, il donne accès à des deals complètement incroyables et exclusifs dans des startups de la Silicon Valley auxquelles personne n'aurait eu accès sinon. Et on en a parlé, on n'a pas de certitude, mais ça pourrait donner la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, si on multiplie ces 2 000 euros investis par 1000, ça ferait 2 millions d'euros. On n'a encore une fois pas de certitude, on ne l'a jamais fait aujourd'hui, c'est Leonis, j'espère qu'on le fera un jour, mais c'est une possibilité. Donc, voilà, donc le prix d'entrée est élevé. Encore une fois, c'est évidemment assumé. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire si quand même on est au-dessus ou en dessous de 10 000 euros ? On est en dessous. Ah bah voilà, merci. Au moins une indication. Voilà, pour le moment. Voilà, on est en dessous. Mais c'est élevé et c'est assumé et c'est premium et voilà. Voilà. Aujourd'hui, on enregistre en juillet 2021. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent en juillet 2031. Voilà, ce sera beaucoup plus. En plus, avec l'inflation, 10 000 euros en 2031, ce sera quoi ? Le prix d'un café à une terrasse à Paris, tu vois. En plus, ouais, voilà. Ok, super intéressant. Donc, en tout cas, merci pour la transparence, au moins même pour les frais sur la plus-value. Ouais, c'est un système, en effet, peut-être gagnant-gagnant. C'est vrai que 20%, ça peut paraître élevé, mais dans tous les cas, c'est que s'il y a une victoire à l'image, justement, à l'inverse, par exemple, des banques, des courtiers en ligne, etc., qui, eux, vont faire des frais à l'entrée sur chaque opération, des frais de gestion de garde à chaque fois et des frais à la sortie qui sont gagnants à chaque fois. Au moins, là, voilà. Et ça te motive d'autant plus à aller chercher des choses qui sont intéressantes derrière pour pouvoir... Exactement. Ça aligne vraiment les intérêts. C'est-à-dire que mon intérêt à moi, c'est de faire gagner le plus d'argent possible à mes clients, tout simplement. Et j'en profite pour faire une petite pause dans cet épisode, car à la fin de l'émission, j'ai pu négocier avec Gabriel et il m'a très gentiment proposé pour les auditeurs de La Bonne Fortune qui seraient intéressés pour pouvoir avoir accès à son club Leonis Investissement et pour pouvoir profiter et avoir accès aux différents deals qu'il propose pour investir dans les startups de la Silicon Valley,
Il m'a gentiment proposé de vous offrir un 13e mois pour la cotisation annuelle, donc un 13e mois totalement offert et gratuit pour les auditeurs de la bonne fortune. Pour cela, si vous êtes intéressé, c'est très simple, soit vous me contactez, puis je vous mettrai directement en relation avec lui, ou alors dans les notes de l'épisode, vous pouvez remplir directement son petit questionnaire d'affiliation et rentrer le code La Bonne Fortune. Donc merci encore Gabriel pour cette proposition pour les éditeurs de La Bonne Fortune. Et je vous laisse maintenant profiter de la suite de cet épisode. Oui, bien sûr. Tu investis sur chaque deal avec le fonds et de façon également personnelle? Tout à fait. Alors, je te remercie de me poser la question parce que c'est important de le dire. C'est quelque chose qui est important, je crois, aussi pour les membres du club. J'investis toujours personnellement. Ouais, absolument. Et c'est vraiment une règle que je me suis fixée. D'ailleurs, c'est une façon pour moi de sélectionner les boîtes. C'est vraiment les boîtes sur lesquelles moi-même j'ai trop envie d'investir, que je trouve vraiment extraordinaires. Et donc, à chaque fois que je vais le proposer aux membres du club, j'investis moi à titre personnel. Et donc, on est dans le même bateau. Ça nous permet d'y aller. On y va ensemble, quoi, tout simplement. Voilà. Tu mouilles ta chemise. Bon, c'est bien. Exactement. Du coup, tu conseillerais quoi? Donc, tu parles de tickets minimum à 2000 euros. Une personne qui nous écoute, qui a envie de venir, qui a peut-être, je sais pas moi, 5000 euros à investir, c'est peut-être pas le type d'investissement qui est le plus opportun pour lui. Il faut peut-être... Oui, tout à fait. Pardon, je te coupe, mais c'est ça. C'est-à-dire que avec 5000 euros, ça va pas le faire simplement parce que moi, je propose, tu vois, 10 à 15 deals par an. Si tu veux, alors t'es pas obligé de tous les faire, mais si tu veux tous les faire et qu'il y en a 15, bah, ça fait 15 fois 2000, ça fait déjà 30 000 euros. Donc on est bien au-dessus. Et donc, avec 5000 euros, même si on oublie la cotisation pour rentrer, tu pourrais faire que 2 deals et demi. Et c'est quand même vraiment pas beaucoup. C'est pas très diversifié, etc., etc. Donc moi, je demande aux personnes qui souhaitent rentrer dans le club d'avoir au minimum 15 000 euros de disponibles à investir dans les startups. Ça veut pas dire 15 000 euros de côté. Si vous avez que 15 000 euros de côté, alors vous pouvez décider d'investir tout dans les startups, mais enfin, moi, faites ce que vous voulez, c'est pas moi qui décide pour vous, mais comme c'est un investissement très risqué, en général, il faut que ce soit plutôt une partie de son épargne. Mais donc, 15 000 euros à consacrer à l'investissement dans les startups, 15 000 euros sur lesquels vous êtes OK d'investir dans cet asset risqué. Et ça veut dire que si tout va à zéro, il faut que vous soyez OK avec ça. Je précise évidemment que le but, c'est pas que ça aille à zéro, mais il faut réfléchir comme ça. Merci encore pour ces précisions, parce qu'encore une fois, sur le podcast de la bonne fortune, nous ne sommes pas conseillers en investissement, mais c'est toujours important de rappeler le risque, comme tu l'as fait tout à l'heure avec le risque de perte totale en capital. Oui, c'est un investissement, l'investissement dans les startups qui est dit risqué, mais avec des potentiels de gains extraordinaires. Et on prône également la diversification d'une façon générale, et c'est vraiment le but de cette émission, c'est de donner justement tous les outils pour pouvoir investir sur un panel de classes d'actifs qui sont plus intéressants les unes que les autres. Mais en tout cas, personnellement, tu m'as bien chauffé. tu m'as bien chauffé sur l'investissement sur la startup, parce qu'à titre personnel, moi, j'ai investi dans 2 boîtes françaises en direct avec des tickets d'entrée qui étaient assez élevés pour l'une et avec un système d'obligations convertibles pour l'autre qui était peut-être un peu plus accessible. Mais c'est vrai que les opportunités, j'ai du mal malgré tout à les trouver, enfin si nombreuses et pas forcément toutes pertinentes. Et donc le fait d'avoir accès à tu parlais de 10, 15 deals à l'année maintenant, et puis j'imagine que ça tend à croître également comme chiffre. Donc ouais, c'est intéressant. Je suis pas sûr que ça croisse énormément. Moi, je veux vraiment faire de la qualité avant de faire de la quantité. Alors, c'est vrai qu'avant, je disais 10, une dizaine, et puis que l'année dernière, j'en ai fait 14, parce que j'ai eu des trop bonnes opportunités. Donc maintenant, je dis 10, 15. Voilà. Mais je pense pas que ça ait vocation à aller à 52, tu vois, un par semaine. Ouais, bien sûr. J'en sais rien, faut jamais dire jamais. Si j'ai accès à 52 deals extraordinaires, toujours aussi bons, pourquoi pas, mais en tout cas, vraiment, mon focus principal, c'est la qualité et pas du tout la quantité. D'ailleurs, je garantis aucun minimum. Je dis 10 à 15, c'est d'expérience, mais je dis à tout le monde, si j'en fais 5 dans l'année, c'est le deal. Il faudra pas dire que c'est pas assez, mais encore une fois, il vaut mieux en faire 5 très bons, où tu vas gagner plein de sous, que en faire 15 et que la moitié parte à la poubelle. En effet, on a bien compris encore une fois qu'il y avait toute une sélection, notamment avec les critères. Je mettrai dans les notes de l'épisode un lien sur ton livre, Mes secrets d'investisseur, bien sûr. Et puis également, je ferai un petit PDF, comme j'ai coutume de faire également, synthétique, résumé de l'épisode, et notamment en reprenant les quelques critères que tu nous évoquais, donc avec forcément donc investir
dans une startup qui a une équipe en place qui est quand même intéressante, une startup qui propose un unfair advantage, une startup qui a une scalabilité certaine, qui soit de la Silicon Valley pour ta part, et avec une traction, un point de traction, un point d'équilibre d'un moment donné qui soit donné. Exact. Je les rappelle en passant. Et donc, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Mais écoute, on a fait un beau tour quand même de la question. Chez Léonis Investissement, on peut investir à plusieurs. Enfin, si on peut créer une société pour investir, on peut se regrouper avec des potes, etc. Tu parles d'un minimum peut-être 15, 20, 30 000 pour pouvoir être tranquille. Si peut-être des auditeurs, etc. n'ont pas forcément, ou veulent partager même à plusieurs le kiff, ils peuvent créer une boîte et puis on peut investir en façon personne morale. Oui, ils peuvent, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. On peut investir en personne morale. Après, voilà, il faut être conscient de ce dans quoi on s'embarque. C'est-à-dire que créer une holding, il faut quand même la gérer derrière. Il faut prendre un expert comptable, faire un bilan. Il y a des frais. Voilà, faut en être conscient. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Je précise qu'il y a des frais parce que la holding, il va falloir qu'elle continue d'exister tant qu'il y a des investissements qui existent. Donc ça peut durer 5 ans, 10 ans. Donc les frais, ça peut être sur 5 ans, 10 ans. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Il y a les frais de constitution, il y a les frais de comptabilité, etc., etc. Il y a les assemblées générales à faire, enfin tout. Exactement, tous les ans. Ouais. En dehors des startups où on sent justement toute ta passion, on y revient. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu investis, que ce soit à titre personnel ou avec Léonis Investissement? Oui, absolument. Alors, moi, je crois beaucoup aux 5 grands piliers de l'indépendance financière, qui sont d'abord l'entrepreneuriat. Je suis bien sûr entrepreneur. Et ensuite, 4 classes d'actifs d'investissement, les startups, la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie. Donc, effectivement, en dehors des startups, j'investis dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies et dans la bourse. J'ai une approche pour ce qui est de la bourse et des crypto-monnaies. J'ai une approche très très similaire à celle des startups. Moi, j'ai commencé ma carrière d'investisseur avec les startups. Et donc, j'ai une approche de dire, c'est encore pire que ça. Dans les crypto-monnaies et en bourse, mon idée, c'est de ne jamais vendre. Jamais. C'est ce que dit Warren Buffett. Warren Buffett, faut quand même le meilleur investisseur en bourse de tous les temps, dit quand on trouve une boîte vraiment bien, avec un bon management et justement avec défendable, etc. Lui, il appelle ça la moat. C'est la douve. Qui protège des envahisseurs, donc des concurrents. Il dit moi, quand je trouve une boîte comme ça, idéalement, je ne vends jamais. Et pour preuve, il a acheté Coca-Cola en 1974 et il a toujours pas vendu aujourd'hui en 2021. Et j'ai regardé en 2020, Coca-Cola lui a versé plus de 700 millions de dollars de dividendes. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, j'ai la même approche dans les crypto-monnaies, dans la bourse. Dans l'immobilier aussi, pourquoi pas ne jamais vendre. Effectivement, je pense qu'en fait, dans l'investissement, même coté, alors déjà, ça m'enlève effectivement ce dont on a parlé, cette charge mentale, est-ce qu'il faut vendre, etc. Et puis, je pense que dans l'investissement, plus tu vends tôt, plus tu perds d'argent, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut ne jamais vendre. Et à titre personnel, j'ai, parmi toutes ces classes d'actifs, alors la blockchain m'intéresse beaucoup en tant que technologie, en tant que changement pour le monde de demain, tout ce que ça va apporter aux startups, etc. Donc évidemment, je m'intéresse beaucoup à la blockchain, mais pas tant du côté investissement, plus du côté innovation technologique, startup, etc. Je m'amuse pas à investir dans des tokens tous les 4 matins. Et par contre, l'investissement qui m'éclate le plus, c'est vraiment, ça fait 3 ans maintenant et j'ai eu un énorme coup de cœur et voilà, c'est la bourse. La bourse. Parce que ça ressemble aux startups. En fait, je suis plutôt bon à investir en bourse parce que je suis plutôt bon à investir dans les startups. C'est la même chose. Et en fait, j'investis sur ce que moi j'appelle des grosses startups, c'est-à-dire des boîtes en général de la Silicon Valley, en général qui étaient des startups et qui rentrent en bourse après. Tu vois, comme, j'en sais rien, Uber, Airbnb. En l'occurrence, j'ai pas Uber dans mon portefeuille, j'ai Airbnb. Mais des boîtes plus petites, Uber, Airbnb, en fait, c'est des boîtes, elles sont tellement connues, elles sont énormes, elles valent l'une et l'autre quasiment 100 milliards de dollars. Donc, j'ai un peu d'Airbnb, mais voilà, j'investis sur des boîtes comme ça, mais qui sont petites, qui rentrent en bourse, qui ne se font pas forcément remarquer. Ce qu'on appelle les small cap. Ouais. Voilà, que je vais dénicher, comme je vais dénicher les startups, et sur lesquelles je fais parfois des performances assez... je fais pas parfois, souvent des performances assez insolentes. Et donc je m'éclate vraiment à investir en bourse. C'est vraiment un truc, voilà, je sais pas, j'aime beaucoup m'intéresser à ça.
J'y passe pas beaucoup de temps, hein. J'y passe 1 heure par semaine à tout casser. Mais c'est toujours 1 heure très agréable et sur laquelle j'apprends beaucoup de trucs et je prends vraiment énormément de plaisir à faire ça. Ok, ouais, super intéressant. On avait fait quelques épisodes aussi ouais, sur la bourse, que ce soit avec Romain Daubry ou alors avec Étienne Monceau sur le podcast de la bonne fortune. C'était passionnant. Donc ouais, tu prônes d'une certaine façon quand même euh, la diversification au niveau de l'investissement, donc avec le pilier de l'entrepreneuriat, on l'avait bien compris, donc l'investissement dans les startups, et puis après donc ouais, la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier. Tu parlais de blockchain justement, j'aimerais bien avoir ton avis, ton œil avisé peut-être d'un point de vue technologique justement. La blockchain, elle est quand même bien présente et notamment aux États-Unis depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu penses que ça va pouvoir amener d'un point de vue d'une part innovation pour les boîtes de demain et également dans l'investissement lui-même dans les startups, parce qu'aujourd'hui on parle justement de tickets d'entrée qui sont relativement élevés, avec notamment les problèmes de pas avoir 150 millions d'associés au lancement d'une société, etc., etc. Est-ce que avec la tokenisation notamment, ça va pouvoir ouvrir des portes et rendre peut-être ce type d'investissement un peu plus accessible, un peu plus Bien facile, un sûr. peu plus grand Ouais, public? tout à fait. Et qu'est-ce que ça peut apporter pour les boîtes de demain? Est-ce que tu miserais sur des boîtes qui veulent développer, notamment à travers la blockchain, etc.? Est-ce que ça peut être des critères d'investissement également? Ouais, tout à fait. Alors, il y a pas mal de choses dans ta question, mais effectivement, je pense que le métier d'investir dans les startups, ce que je fais moi aujourd'hui avec le club, je suis obligé encore de créer des holdings au moment de chaque investissement, etc. Je pense que tout ça va être dans des smart contracts dans quelques années. Et donc, je pense que ça va effectivement rendre encore plus accessible l'investissement. On le voit là depuis 2 ans, c'est incroyable ce qui se passe, la démocratisation de l'investissement, tout ce qui se passe aux États-Unis, Robinhood, Wall Street Bets, etc., etc. Maintenant, de plus en plus de particuliers peuvent investir eux-mêmes, peuvent investir facilement. N'importe qui peut investir avec son portable dans n'importe quelle crypto, etc. Donc, on assiste à une vraie démocratisation. Ça va continuer, ça va s'amplifier et ça va ouvrir le marché. Donc ça c'est et j'en suis ravi. Je pense que c'est vraiment une très 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 bonne chose. Pour ce qui est de l'innovation pour les startups, je crois beaucoup à la blockchain en tant que technologie. Je suis ingénieur en informatique à la base, donc moi j'ai eu la chance de tomber sur la blockchain en 2016 avant tout le monde, et j'ai tout de suite compris que ce serait une révolution, et donc j'ai tout de suite acheté quelques cryptos que je possède toujours aujourd'hui. J'ai jamais touché puisque j'investis sur le long terme et je vends jamais. Et j'ai grand bien m'en appris, puisque depuis 2016, il s'en est passé des choses. Et voilà, la blockchain en tant que technologie, j'y crois énormément. Ça va révolutionner énormément de choses, je pense, beaucoup de startups, beaucoup d'applications. Ce qui est intéressant, et ce que j'ai observé, c'est que en tant qu'être humain, on a toujours tendance à surestimer la vitesse des révolutions et à sous-estimer leur impact. C'est comme avec Internet. Quand la DSL est arrivée au début des années 2000, tout le monde a dit ouais, dans 3 ans, tout se fera par Internet, la télé sera morte, etc. On est en 2021, la télé n'est toujours pas morte. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de télé sur Internet, Netflix, etc. Mais par contre, donc on pensait que ça irait plus vite que ça. Mais par contre, on avait sous-estimé l'impact. On se rendait pas compte à quel point Internet allait transformer nos vies de façon complètement démesurée. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet omniprésent, c'est même peu de le dire. Voilà. Je pense que la blockchain, c'est pareil. Je me suis fait avoir, moi, en 2016, quand j'ai découvert ça. Si tu m'avais demandé, Gabriel, en 2021, en juillet 2021, quand tu iras acheter une baguette, est-ce que tu payeras en euros ou en bitcoin? Et j'aurais explosé de rire et je t'aurais dit, mais l'euro, ça y est, ça aura disparu, il y aura plus de pièces, tout le monde paiera en bitcoin. Bah non, je me suis complètement planté. Ça va mettre encore probablement 100 ans. Peut-être qu'en 2100, il y aura encore des pièces d'euros, j'en sais rien, mais ça va mettre encore un bail. Mais par contre, donc j'ai surestimé la vitesse, mais je pense qu'on sous-estime la profondeur de ce changement. Donc je pense qu'effectivement la blockchain va se retrouver partout. Les smart contracts, la DeFi, la Decentralized Finance. Je pense que les banques traditionnelles vont finir par mourir. Je pense que c'est un changement vraiment fondamental. Donc ça fait partie des thèmes que je regarde chez Leonis Investissement pour investir dans les startups. L'inconvénient, c'est que c'est pas facile d'investir dans ces boîtes-là parce que beaucoup vont aller chercher du capital au travers de leurs tokens, justement. Et ouais. Bien sûr, ce qui est compréhensible, on les comprend. Moi, chez Leonis Investissement, je me limite pour l'instant parce que la frontière est encore trop floue. Il y a encore trop de. Non, la frontière est. Ouais, il y a encore trop de flou. C'est pas la frontière qui est floue entre les tokens et l'equity, mais il y a encore trop de flou sur les fonctionnements, les mécanismes, etc. Mais donc, j'investis que en equity, c'est-à-dire je veux des parts de la boîte en tant que telle.
Donc, il y a peu de boîtes qui font des levées de fonds, disons, traditionnelles dans le domaine de la crypto. Il y en a. On en a une au portefeuille de Leonis Investissement, qui est l'une des applications les plus actives au monde sur la blockchain Ethereum et qui est une boîte française qui s'appelle BC Diploma, la certification des diplômes dans la blockchain. Donc, très, très belle boîte. Mais on en a peut-être pas autant que ce que je voudrais pour la raison que j'ai évoquée du choix du mode de financement. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet que je regarde et voilà, j'y crois énormément. Ouais. Ouais, ça viendra et je pense que la prochaine décennie va nous amener quand même son petit lot d'évolution et va changer un petit peu les mœurs, les habitudes. Encore une fois, le régulateur, les différents régulateurs américains, français, banques centrales, etc., doivent passer par là et là, pour le coup, c'est pas une mince affaire pour faire évoluer les choses. Mais ouais, très, très intéressant. Et il se passe des choses, hein. En France, on n'est pas les plus en retard, franchement, hein. On n'est pas les premiers, il y a encore plein de problèmes, hein. Mais voilà, on n'est pas les plus en retard. Et c'est important que ça se régule et que ça se réglemente, ça permet d'avancer. Effectivement, je pense que là, entre 2021 et 2030, on devrait avoir des choses intéressantes. On a vu les NFT, là, il y a quelques mois, qui ont complètement explosé. Je pense qu'ils sont là pour rester. Et voilà, il se passe plein de choses. Ouais. Ouais, tout à fait, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai qu'en France, il y a une paire, en tout cas, d'entrepreneurs, etc., qui sont assez en avance sur ce domaine. Peut-être pas forcément toujours aidés de la part des politiques, mais c'est peut-être un peu partout dans tous les mêmes domaines. On a fait un épisode excellent, justement, sur les NFT que tu évoques avec Stanislas Barthélémy de Blockchain Partner, Super. qui a été racheté là par KPMG justement. Mais oui, il y a, comme tu le dis, en France, on n'est pas non plus en retard. On est dans la mouvance, je pense. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs. Complètement. Et c'est bien de le préciser parce qu'on a tendance peut-être trop souvent à s'auto-flageller. Ouais, faire du French bashing. Ouais, Moi, je fais pas de French bashing du tout. Vu que j'investis ailleurs, au contraire, je crie haut et fort, vive la France quand même. Exactement, depuis ton appartement parisien, super intéressant. Écoute Gabriel, mille merci pour toutes tes explications sur tout ce domaine-là, ton éclairage sur la blockchain et ce qu'elle va pouvoir apporter dans les années, dans les décennies à venir. Est-ce que tu aurais des ressources peut-être à recommander aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, que ce soit dans le domaine de l'investissement dans les startups ou dans l'investissement général ou même tout autre domaine? Je le rappelle encore une fois, on mettra ton livre dans les notes de l'épisode, Mes secrets d'investisseur, mais en dehors de ton livre, si tu peux nous parler d'autres bouquins peut-être qui t'inspirent ou d'autres types de ressources, des applications que tu utilises ou autres. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, sur l'investissement dans les startups, il n'y a pas tant de choses que ça. Et effectivement, bon, je suis désolé de faire ma pub, mais c'est vrai. Enfin voilà, je pense que mon livre est plutôt un bon point de départ. Donc ça, ok. Ouais, je peux donner pas mal de choses. Alors, il y a un bouquin que tout le monde connaît, je pense, mais voilà, je le cite quand même parce que moi, je l'ai lu à 18 ans et ça a changé ma vie. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Vraiment, voilà, si vous l'avez pas lu, alors c'est pas trop un bouquin sur l'investissement, c'est plus sur l'entrepreneuriat. Vraiment un bouquin qui a changé ma vie. Un autre bouquin, bon, pareil, grand classique, hein, je vais pas chercher dans l'originalité, mais c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et je pense que voilà, pareil, pour commencer, en tout cas, c'est vraiment super bien de lire ça. C'est des notions de base, mais vraiment hyper intelligent. Hein, c'est pas pour rien que c'est un grand classique et qui a traversé maintenant les décennies. Pour rentrer un peu plus dans un peu plus technique, enfin moins facile à lire, moins débutant, mais vraiment passionnant. Moi, je vous conseille les livres de Nassim Nicolas Taleb pour justement comprendre des raisonnements d'investissement. Donc le premier, c'est Le Signe Noir, Black Swan. Le deuxième, c'est Antifragile. Super, et le troisième, c'est Jouer sa peau, Skin in the Game en anglais. Un peu plus dur à lire, mais franchement fascinant et voilà, je trouve, enfin pour moi, très très lié avec le monde de l'investissement. Donc très 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 intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre? Ouais, une appli. Écoute, c'est tout bête, mais moi je me suis remis depuis, je sais pas, 1 an peut-être, à Twitter. Et en fait, j'ai nettoyé mon compte et je suis très peu de personnes, mais que des gens vraiment qui m'intéressent énormément et qui ont une très très forte valeur ajoutée. Donc je crois que je suis peut-être 50-60 personnes. Pour la plupart, c'est des gens évidemment de l'écosystème startup investissement aux États-Unis, mais ça peut être sur d'autres sujets. Mais en tout cas, de suivre des personnes vraiment, suivre peu de personnes, mais vraiment connues et vraiment fortes dans ce qu'elles font, etc. sur Twitter, moi je trouve ça hyper bien, ça m'apporte beaucoup de valeur. Je me connecte peut-être une fois par jour. Comme j'ai pas trop de monde, je passe pas des heures, tu vois, je me connecte, je sais pas, 10 minutes ou quoi.
En plus, sur le portable, on peut faire ça partout. Et vraiment, moi, ça m'apporte énormément de valeur. C'est tout bête de dire ça, c'est juste Twitter, mais Ouais, super voilà, intéressant. ça m'apporte beaucoup de valeur. Ouais. Super intéressant. Tu vas, tu vas m'inciter à rouvrir mon compte et à m'y intéresser un petit peu. Ouais, c'est vrai que Twitter, en soi, voilà, tout le monde, enfin moi j'avais complètement oublié quoi. Mais en fait, il s'y passe encore vraiment des choses et voilà, c'est fondamentalement intéressant. Il n'y a pas que les politiques qui s'y trouvent ou pas que. Ah oui, non, non. Aucun politique. Non, non, vraiment. Mais par contre, voilà, je suis très, très, très exigeant sur les gens que je suis. Je suis pas mes amis, etc. hein. J'ai viré tout le monde. Je veux pas entendre parler de. Voilà. S'il y a quelque chose qui m'intéresse pas, je vais unfollow très, très vite. Et quand je suis une nouvelle personne, c'est en test. Et si je le lis comme ça vite fait, mais que ça m'apporte pas de valeur, j'enlève. Donc je suis vraiment très, très exigeant. Évidemment, pas de politique, pas de journaliste. Je veux pas BFM TV, Actu, un chaton est tombé dans un puits. Tu vois, je m'en fous. Je veux des trucs vraiment qui m'apportent énormément, énormément de valeur. Voilà. Super. Donc, du coup, toi-même, on peut te retrouver, j'imagine, donc sur Twitter, sur LinkedIn également. Ouais, alors paradoxalement, je suis pas hyper actif sur Twitter. J'aimerais bien tweeter plus, mais j'ai pas le temps. Donc j'y vais plus pour consommer. Je retweete des choses. Bon, on peut me retrouver sur Twitter, mais voilà, vous attendez pas à ce que je m'exprime trop. Je suis par contre beaucoup beaucoup plus actif effectivement sur LinkedIn. Gabriel Jarrosson, il y a mon nom, ça doit être écrit quelque part dans le titre, avec 2 R et 2 S. Et puis ouais, et sur YouTube bien sûr, où je publie régulièrement des vidéos. Ouais. Ouais, bien sûr, sur YouTube, sur ta chaîne Léonis Investissement. Ok, cool, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, encore une fois, avec le résumé de l'épisode, tes fameux critères et tout ce qui va bien. Ben, mille merci, Gabriel, j'ai passé un excellent moment avec toi. Pour Moi finir, aussi, moi pour aussi. finir, Ouais. as-tu... pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent toute l'émission, j'appelle la Dream Team de la bonne fortune. On a passé plus d'1 heure et demie ensemble. Est-ce que tu as un petit mantra, une petite citation, une philosophie qui t'accompagne au quotidien? Ouais, avec grand plaisir. Déjà, bravo la Dream Team, ouais, ça fait presque 1h40, je crois, quasiment. Donc bravo. Euh, alors, j'en ai une auquel je pense souvent. C'est Steve Jobs qui dit ça, et qui est d'ailleurs est mort jeune d'un cancer, je crois, du pancréas. Il est mort très jeune, avant 60 ans. Et il disait, quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace et je me dis, et si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je veux faire d'important? Alors, cette citation, faut pas la comprendre genre carpe diem, profiter de chaque jour, on va peut-être mourir et tout. C'est plus de se dire, lui se disait, si aujourd'hui c'est mon dernier jour à Apple, qu'est-ce que je vais faire à Apple qui va vraiment avoir de l'importance pour mes produits, pour etc. Donc comment je mets de l'intensité dans ce que je fais au quotidien et de pas se dire ouais je ferai ça demain, je ferai ça le mois prochain, mais de dire comment aujourd'hui je vais faire des choses vraiment importantes pour mon business qui ont un sens et presque qui vont laisser une marque. Alors moi je suis pas en train de dire je veux laisser ma marque dans le monde. Peut-être qu'un jour ce sera mon ambition. Lui, Steve Jobs, peut-être plus. Mais voilà, moi je le comprends vraiment comme ça de comment je vais me donner à fond sur ce que je fais sur mon business au quotidien en disant que c'est peut-être mon dernier jour sur Terre, donc peut-être mon dernier jour à pouvoir bosser là-dessus. Et je pense souvent à cette citation. J'essaye de vivre comme ça. Voilà. Bah, super inspirant. Si c'est notre dernier jour sur Terre, qu'est-ce qu'on peut faire à fond bah, encore une fois, toujours faire les choses avec du cœur. En tout cas, tu as mis du cœur dans cette émission et encore une fois, mille merci. J'espère te retrouver bientôt, que ce soit dans ton club ou à côté. Et ça sera un plaisir de te faire revenir de nouveau sur le podcast de la bonne fortune pour évoquer tous ces sujets et même d'autres. Il y a tellement de sujets passionnants d'investissement à voir sur toute la diversification. Et donc, Bien sûr, avec je te plaisir. remercie pour tout ça et je te laisse le mot de la fin. Eh ben merci de m'avoir reçu. J'ai passé un très très bon moment moi aussi. Et merci à la Dream Team de La Bonne Fortune de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Mettez plein de commentaires, 5 étoiles sur Apple Podcast, des likes, etc. pour remercier Ismaël de m'avoir invité. Ciao, ciao tout le monde. Yes, au top. Allez, ciao, ciao. Et c'est moi qui remercie une nouvelle fois Gabriel de nous avoir proposé pour les auditeurs de La Bonne Fortune, pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre son club Léonis Investissement et investir à ses côtés, avoir accès aux différents deals qu'il propose pour investir dans les startups de la Silicon Valley. C'est moi qui le remercie car il nous offre un mois offert sur la cotisation annuelle, donc un 13e mois totalement gratuit et offert spécialement pour les auditeurs de La Bonne Fortune. Donc pour cela, je le répète une nouvelle fois, c'est très très simple, soit vous me contactez et je vous mettrai directement en contact avec lui, ou soit vous pouvez remplir directement son questionnaire d'affiliation dans les notes de l'épisode.
et il vous faudra simplement rentrer le code La Bonne Fortune. Donc merci encore Gabriel pour cette belle proposition et je vous dis à très vite. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!